Et bonjour, c'est cette caméra-là, je crois, qui nous filme pour l'instant. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis en train de me chier dessus parce que c'est la première fois que je fais une émission comme ça en plateau, vraiment bien gérée. Heureusement, je suis avec deux invités absolument formidables, puisque on va discuter d'un sujet duquel je viens, puisque à la base, moi, je faisais des petites vidéos sur le doublage quand j'étais plus jeune. Ça a même été le sujet de mon mémoire. Oh waouh, doublage, je t'ai jamais vu. Et oui, je prends. C'est une folie. Petit truc à feuilleter si jamais les questions c'est un peu ennuyeuses. Mais voilà, donc c'est vraiment. C'est petit, donc. Voilà, c'est ça. C'est une 60aine de pages avec des entretiens. Ça se fait rapidement, du coup. Avec des entretiens avec des gens que vous connaissez, notamment JP, Jean-Philippe Brière. Donc voilà, c'est pour ça. Bienvenue à vous deux. Du coup, vu que ce soir, cet après-midi, il est 16h, on va parler d'un sujet qui m'est cher, le doublage, avec cette grosse question. Au préalable, est-ce que le doublage va disparaître? C'est la question de ce soir, auquel on va répondre à la fin. Mais d'abord, petite question, mais d'abord surtout, bonjour à vous deux. Donc du coup, je vais vous présenter un petit peu. Alors, Esteban, petit coquin, tu es né le même jour que moi, avec 2 ans de différence. Oui, donc, 13 décembre 2001. Waouh. 13-12. Voilà. Tu es 13-12, tout à fait. On s'en souvient bien. Et 13-12, puisque tu as aussi été l'ennemi public numéro 1 de tous les streamers pendant un petit temps, puisque tu étais la voix de Atreus dans God of War Ragnarok plus récemment. Mais on a pu aussi t'entendre là, dans une actualité toute récente, puisque tu es la voix du petit jeune dans Karate Kid Legends. Tout à fait. Il s'appelle comment? Il s'appelle dans le film Lee, je crois. Ok. Très bien. Et on t'entend aussi dans House of the Dragon, dans plein de séries, dans des animés, dans Death Stranding 2 aussi. Tout à fait. Donc voilà, t'as bossé pour un peu tout, j'ai envie de dire. Comment ça va? Bah, ça va bien. Ça va bien. J'ai hâte de voir les questions. Que tu n'as absolument pas vu avant. Je les ai pas lues. Voilà. Donc, bienvenue à toi. Tu étais déjà passé sur la chaîne. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Pareil. Anna, c'est la première fois que tu passes ici. C'est vrai. Et par contre, toi, on a pu t'entendre énormément, particulièrement dans de la production d'animation japonaise, notamment dans Rent a Girlfriend, My Hero Academia, Fire Force, mais aussi dans le jeu vidéo, puisque ton personnage a volé tous les skins d'Overwatch 2, Kiriko. Bravo à toi. Puis tu vas voler également Joker, probablement. Enfin, on ne sait pas trop. On ne sait pas. Et d'ailleurs, je ne le sais pas. Toi, tu ne sais pas non plus. Donc, voilà. Je ne sais rien. Et depuis quelques années maintenant, tu fais de la direction artistique, puisque tu t'attaques un peu à toutes les fanbases actives, on va dire, notamment avec le mode VF de Final Fantasy Freddy's Security Breach. Oui. Je suis en co-direction dessus, effectivement. Avec qui? Avec quelqu'un d'autre. Mais aussi, du coup, RWBY. Donc, je sais plus comment ça se prononce. Ça se prononce Ruby, tout simplement. Ruby, c'est vrai. Ça date d'il y a très longtemps, pour le coup. C'est un des premiers projets, je crois, non? Ruby. C'est mon premier projet, honnêtement, le plus gros, etc., que j'ai produit avec tout. C'est-à-dire que j'ai engagé des artistes pour faire des miniatures. Enfin, il y avait une production un peu énorme, surtout pour des amateurs, en fait. Donc voilà, on était enregistré en studio. Enfin, mais c'était vraiment les débuts. Et en vrai, c'est ça qui nous a. On a vu les défauts et les qualités pour la suite. On en parlera peut-être plus tard quand on a créé Studio Abyss. Du coup, et du coup avec The Amazing Digital Circus, on est d'accord, c'est dispo sur Netflix aussi. Alors les 4 premiers épisodes sont disponibles sur Netflix, exactement. Les prochains épisodes viendront au fur et à mesure. C'est une question qui revient très souvent, c'est pour ça. Mais sinon, tous les épisodes sont disponibles sur YouTube. Voilà. Très bien. Et comment vas-tu, du coup? Je vais très bien. C'est un plaisir d'être invité. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu Esteban. Ça m'a fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi de te rencontrer, puisque je te voyais un peu partout, mais c'est la première fois qu'on se rencontre. C'est vrai, on avait échangé par message avant, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on se voit. C'est ça, exactement. Je voyais ta tête partout, mais c'est tout. C'est vrai. On est reconnaissable. On me reconnaît. C'est sûr. Il y a quelques couleurs. Il y a un pattern. Il y a une DA. Il y a un code couleur, ça c'est sûr. Vous pouvez suivre en live évidemment le chat qui vous salue, vous dit bonjour, etc. Bienvenue à tous dans le chat. Quelle caméra 2? C'est celle-là. Il y en a beaucoup trop. Il y a 5 caméras là actuellement, c'est beaucoup trop. On ne mérite pas autant d'attention. Mais du coup, on va peut-être commencer un petit peu parce que moi j'ai écrit plein de petites questions pour m'aider un petit peu. Déjà, j'ai envie qu'on règle un petit peu le débat. On en parlait un petit peu même juste avant. Vous dites doubleur, comédien de doublage ou juste comédien? Comment vous présenterez votre métier? S'en bat les couilles. En vrai, je pense qu'on a à peu près le même avis. Moi, je vais la jouer un peu plus, je vais dire manipulatrice, mais ça n'a rien à voir. En fait, on s'adapte, je pense. C'est-à-dire que nous, on s'en fiche
Genre, vraiment, on s'en fiche. J'ai plus de mal sur les gens, justement, qui viennent pas du monde du doublage, mais qui me corrigent. Ça, j'aime pas du tout. Oui, c'est normal, hein, t'es en mode genre, en fait, l'usage prime la plupart du temps. Si je dis doubleur pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, c'est pour qu'il comprenne, tout simplement. Donc, je dis doubleur quand c'est des gens qui connaissent pas forcément le doublage ou qui sont pas dans le milieu, ou pour me faire comprendre. Mais sinon, je dis comédien quand j'ai pas envie d'avoir de problème ou que j'ai pas la tête à ça. Et mais automatiquement, je crois que moi, je dis comédien de doublage pour le coup. Je sais pas, je suis plus là-dedans puisque enfin voilà, je suis spécialisée en doublage tout simplement. Donc principalement ton activité. C'est mon activité même principale, c'est ma seule activité en réalité. Donc je suis comédienne de doublage. Mais vas-y. Pareil, je dis comédien de doublage les 3/4 du temps. Ouais. Je dis plus beaucoup doubleur, j'avoue, parce que ça m'a quand même eu à force de la propagande. Mais vraiment, je m'en fous. Les gens qui disent doubleur, c'est très bien. Ceux qui disent comédien de doublage, c'est très bien. Ceux qui disent comédien, c'est vrai aussi. Donc c'est très bien. Très bien. Au moins, c'est réglé. C'est ça. Du coup, vous êtes des bons gros doubleurs. Non, et du coup. Et on cut l'émission. Et du coup, comment vous avez justement commencé vos carrières dans le milieu du doublage tous les deux? Et c'était quoi un peu les grosses étapes, vous diriez, dans vos carrières? Je crois qu'on a un parcours très différent, donc vas-y. Je commence. Ouais. Ok. Alors j'ai commencé à 11 ans grâce à mon père. Je connais très bien mon texte, je l'ai fait beaucoup de fois. J'ai commencé à 11 ans grâce à mon père qui a commencé 1 an avant moi. C'est-à-dire que lui, il a fait toute la phase qui est un peu horrible où tu dois aller assister, tu dois rencontrer les gens et tout ça. Et moi, globalement, j'attendais avec ma DS dans un couloir qu'il ait fini un doublage pour pouvoir rentrer chez moi, parce que j'avais 11 ans et je voulais bouffer ma pomme-pote. Et il sort de studio et il y a la DA qui sort et qui dit « Mais t'as un enfant depuis quand ?» 11 ans. Et du coup, elle me fait tester sur, je crois que c'était Gumball à l'époque. Oh, wow. Parce que du coup, toi, tu viens de Belgique, donc il y a aussi des doublages spécifiques en Belgique, notamment Naruto, One Piece. Tout à fait. Beaucoup d'animés, beaucoup d'enfants, parce que là-bas, les lois sont différentes sur le travail des enfants. Il y a une limitation, mais elle est très différente d'ici. Ah ouais? J'étais même pas au courant, tu vois ça. En gros, t'as le droit de travailler 300 heures par an, je crois. Ouais, ok. Mais t'as pas besoin d'une autorisation comme ici où il faut d'abord une autorisation. Ouais, il y a des structures et tout. En fait, je sais comment ça se passe en France, mais je savais pas comment ça se passait en Belgique, tu vois. Il y a une limite, mais il y a pas de demande à faire et tout ça, et trucs avant. Mais du coup, j'ai commencé à peu près tout de suite après, parce qu'on avait besoin d'enfants. On était dans une génération où il y en avait quelques-uns, mais c'était beaucoup de la même famille, c'était les Dubois. Et donc, ça manquait d'autres voix un peu, pardon. Et j'ai continué jusqu'à mes 18 ans à peu près, en faisant pas mal de rôles qui sont pas très connus, parce que le problème, on va dire, en Belgique, c'est que on a surtout des projets dont la France ne veut pas vraiment. Et donc, c'est un peu le job ingrat, t'as l'impression de récupérer les restes. C'est un peu ça. Mais sans méchanceté ou quoi. Hein. Non, en plus, en ce moment, c'est même plus tellement le cas du tout. C'est plus le cas en ce moment avec les animés, mais par exemple, Casa de Papel ne devait pas être une grosse série, et c'est pour ça que la Belgique l'a eu. Et c'est quand ils ont vu que ça explosait qu'ils ont fait ah merde, et je crois qu'ils ont repris un truc. Je crois qu'ils ont repris à un moment les dernières saisons de Casa de Papel en France. Ah ouais? Parce que ça avait marché, donc là maintenant on reprend. Mais voilà, du coup j'ai commencé à 11 ans, j'ai continué jusqu'à mes 18 ans en Belgique. Il y a eu le Covid, donc j'ai eu une grosse pause où j'ai pas pu travailler, et surtout c'était le moment où je devais passer en France. Donc je suis vraiment arrivé pile à la fin du Covid. Mais il y avait une volonté de ta part de venir en France moi pour j'avais ça, en fait. prévu depuis mes 14 ans de venir, je pense. Okay. Parce qu'en fait, entre Internet, où j'ai passé énormément de temps et où globalement tout était à Paris, les events étaient à Paris, et le doublage où quand même il y a les plus gros rôles et les trucs les plus intéressants à Paris, malheureusement, je suis venu et je suis trop heureux, ça s'est trop bien passé. Je suis arrivé en fait au Lila à l'époque, et l'un de mes voisins était un DA de doublage. Et donc, quand on s'est présenté à la fête des voisins, je lui ai dit, bah voilà, j'aimerais faire du doublage. Il m'a dit, bah voilà, j'en fais. Et donc, je t'appelle. Trop bien. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Trop bien. Et Anna, du coup, comment toi, t'as commencé? Bah moi, c'est quand même relativement différent. C'est-à-dire que j'ai, comme beaucoup de gens de, entre guillemets, ma génération, j'ai connu le doublage avec Internet, mais en réalité, c'était même pas parce qu'on entend beaucoup des histoires du genre ouais, le doublage, c'était mon enfance, c'est toute ma vie, etc. Moi, de base, ça m'intéressait pas tant que ça. Je l'avoue, c'est vrai, hein, ça m'intéressait pas tant que ça. C'est juste il y a eu un projet comme ça sur Internet et je me suis dit, ce sera drôle et ça me fera passer le temps. Et je l'ai fait. Et en fait, le problème, c'est que c'est encore un problème que j'ai aujourd'hui, mais genre j'étais très perfectionniste et en fait, petit à petit, je voulais faire de mieux en mieux. Et je suis arrivée à un stade où c'est pas méchamment que je dis ça, c'est juste que les personnes qui étaient autour de moi
eux le voyaient comme un hobby, où là, j'ai commencé à me poser la question de « Ah merde, peut-être que là, je dépasse un peu les bornes et qu'en réalité, si je suis à un stade où je veux vraiment faire ça, où je veux vraiment que les gens... Je suis pointilleuse, etc. » Parce que j'ai fait du fan dub, donc du doublage sur Internet. Les DA, c'est pas quelque chose qu'il y a de base. Ça commence à se démocratiser entre guillemets, mais à l'époque quand j'en faisais personne ne savait vraiment ce que c'était. Chacun s'enregistrait. J'en ai fait aussi, et c'est vrai que chacun s'enregistre dans son coin, il n'y a pas de direction. Aujourd'hui c'est plus du tout, il y a quand même de plus en plus de personnes qui même juste veulent faire de la direction artistique. C'est rare mais ça existe, alors que à mon époque jamais de la vie. Et du coup voilà, j'ai rencontré des gens au fur et à mesure de ma vie qui ont fait que j'ai pu rentrer dans le milieu. J'ai pas fait énormément la phase un peu chiante d'assister aussi, etc. J'avoue, je suis un peu une fraude là-dessus. J'ai eu non, en vrai, parce que beaucoup de gens sont en mode genre, mais non, mais c'est parce que le talent, etc. Et je fais, en vrai, je pense que j'ai une énorme dose de chance. Oui, c'est beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup des deux, et c'est très gentil de dire souvent que c'est parce que j'avais les compétences, etc. Mais déjà, vous me connaissiez pas quand j'avais commencé à 17 ans et que j'étais une brêle et que j'arrivais pas à ne pas trembler devant le micro, ce genre de choses. Donc à partir de là, déjà, moi j'étais stressée comme pas possible, et surcompensée par vraiment du perfectionnisme. C'est ça, en fait, c'est-à-dire que là où du coup je m'entraînais tout le temps chez moi, c'est-à-dire j'avoue qu'il faut pas le dire, mais j'ai pas fait de théâtre. Tu vois, faut pas le dire, mais j'en ai pas, en tout cas voilà, j'en ai pas fait autant que ce qu'on demande. En tout cas, je n'ai pas fait de grandes écoles, etc. de théâtre. Mais je suis très contente de mon parcours. Il y a des moments où forcément tu as le syndrome de l'imposteur parce que tu viens d'autre chose que le parcours classique. Parce que toi, en vrai, tu as eu le parcours de l'enfance un petit peu. Et moi, j'ai eu le parcours d'Internet. Il manquerait presque un troisième parcours, des personnes qui n'ont pas tellement de liens et qui faisaient du théâtre à la base et ont été ramenées c'est ça, exactement. Par là, quoi. Mais j'ai l'impression le parcours le plus classique, quoi. J'ai l'impression que maintenant on demande beaucoup que ce soit théâtre, formation, assisté et doublage. Après, vu que le métier est devenu assez populaire ces dernières années, il y a quand même énormément de gens qui commencent en voulant faire du doublage et qui font du théâtre pour faire du doublage. Alors que je pense que la génération au-dessus de nous, c'était pas du tout les ça. Autres, voilà, c'était vraiment. En fait, ils l'ont vu en mode genre, ah, mais il y a ça, en fait, aussi. C'était pas bouffé à l'époque. C'était vu comme presque quelque chose d'ingrat, quoi. J'ai l'impression. C'est un boulot presque alimentaire pour les comédiens qui faisaient ça pour remplir les trous entre les pièces, pour pouvoir vivre. Et maintenant, c'est l'inverse presque. C'est les pièces remplissent entre les doublages. Vraiment. En fait, j'ai l'impression. Enfin, moi, j'y connais rien pour le coup, mais j'ai quand même l'impression que le doublage paye mieux que le théâtre. Oui. Voilà. J'y connais pas grand-chose. Okay, mais du coup, il y a ce côté où du coup, et c'est bien dans le sens où maintenant le théâtre, il y en a beaucoup qui préfèrent le théâtre au doublage, mais qui du coup peuvent s'amuser beaucoup plus dans le théâtre parce qu'ils savent que côté j'ai le doublage et c'est tranquille, etc. Et ils se mettent à fond dans le théâtre, et je trouve ça trop beau, tu vois. Ça, c'est trop cool. Ouais, c'est un matelas qui est pas mal. Bon, c'est le pire matelas au monde, parce que ça peut s'arrêter à tout moment. C'est un métier qui est quand même précaire à ce niveau-là en termes de taf. Mais oui, il y en a qui l'utilisent clairement comme un matelas, et c'est trop bien. Ça permet justement de créer d'autres trucs, par exemple sur Internet, en film, en des courts-métrages, tout ça. Donc c'est trop bien. Et j'ai un peu une question qui commence à rentrer dans les questions peut-être un peu plus complexes, mais si demain il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit je veux faire du doublage, est-ce que vous essaieriez de lui dire vas-y, va à fond, ou est-ce que vous essaieriez un petit peu de tempérer ses attentes, on va dire? Est-ce que toi déjà tu fais des conventions un petit peu ou pas, toi? Non, pas encore. Moi j'en fais un peu, donc c'est une question qui revient très souvent. 10 fois par jour, facilement. Et c'est pas un problème, il y a aucun souci, je prendrai toujours le temps de répondre à cette question et tout, parce que je sais que j'ai je citerai personne bien évidemment, mais j'ai des amis et des collègues qui sont en mode genre ça saoule, tu vois. Mais c'est normal parce que c'est une question qu'on nous pose énormément de fois. Moi ça va, il y a pas de souci, je suis tranquille là-dessus. C'est pas quelque chose que c'est pas en mode genre si tu me dis je vais arrêter mes études, foutre en l'air mon bac et me lancer dedans, je fais arrête, ne fais pas ça, etc. Jamais, continue tes études, fais-le et dis-toi juste voilà. Moi, j'ai une amie, par exemple, là, je peux la citer parce que ce sera entre guillemets en positif, Morgane. Elle fait quand même, je trouve, des grandes études, des études que je ne pourrais jamais faire, honnêtement, en master, tout ça, tout ce que tu veux, etc. Mais en même temps, elle se met à fond à côté, c'est-à-dire théâtre, doublage, tout ça. Mais elle n'a pas lâché ses études parce qu'elle sait très bien que potentiellement, ça reste sa route B ou sa route. Faut un filet de sécurité. C'est ça. Si vous me dites, je vais tout lâcher devant moi, me dire, je vais tout lâcher, je vais me mettre dedans, je suis en mode,
Alors, je vais te prendre la main tout doucement et on va en parler. Je vais toujours être honnête en disant, écoute, c'est un milieu qui a pris énormément de lumière, beaucoup de popularité. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer d'un coup. C'est super, on est content parce que du coup, il y a les gens nous voient en fait, j'ai envie de dire. Mais il faut comprendre que du coup, il y a beaucoup de gens qui rentrent et qu'il n'y a pas des places illimitées, genre loin de là. Beaucoup de comédiens disent déjà que on est trop, dans le sens où on est... je sais plus c'est quoi le mot, mais on est over. Il y a beaucoup trop de monde. Il y a trop de monde, en fait, c'est surchargé bouché, de quoi, fou. Ouais. Donc voilà, faut se démarquer, etc. En positif, bien évidemment. Faut se donner et tout. Par contre, je serais jamais du genre à vouloir te casser en disant ne le fais pas, etc. Je suis en mode genre, t'as vraiment envie de le faire, t'as vraiment, vraiment, vraiment envie de le faire. Ok, tu donnes tout. Tu fais théâtre, tu fais formation. Bien évidemment, garde quand même des routes à côté, etc. Fais en sorte que c'est pas ta raison de vivre ou genre de choses, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se présentent devant moi et qui sont il y a une obsession autour de ça, en mode genre je veux rentrer, et parfois c'est pas tant le doublage qui les intéresse, c'est de devoir doubler des personnages. Pour moi c'est complètement différent d'être en mode genre la fame d'un personnage. Voilà, un petit peu. Et j'essaye je suis toujours je pense très calme, en mode genre c'est pas que ça. Il y a beaucoup de choses négatives en réalité dans le doublage, parce qu'on parle pas que de choses positives. Il y a pas que on double, on est tous potes et tout va bien, etc. Il y a beaucoup de choses comme dans tous les métiers. C'est normal. Donc voilà, moi je sais que j'en parle beaucoup à beaucoup de gens parce qu'on me pose beaucoup de fois la question, mais je sais pas pour toi. Moi, on me demande de temps en temps sur les réseaux sociaux, c'est un métier qui est vraiment bouché en ce moment. Entre le fait qu'on est en train de sortir, je pense, d'un âge d'or qui était les plateformes, qui a duré à peu près 10 ans, 10-15 ans, qui a fait qu'en fait, d'un coup, les plateformes voulaient absolument sortir le plus de trucs possible pour se faire une place, comme Netflix a fait. Ce qui faisait qu'on avait plein de trucs à doubler. Et là, ils repassent dans un truc un peu plus de croisière où ils sortent beaucoup moins de séries, en tout cas beaucoup moins de hits, on va dire. Et ça fait qu'on a un peu moins de taf, et surtout que les écoles sont énormément apparues ces dernières années, ce qui fait que le métier est bouché. Je pense qu'il y a au moins 10 000. Même les formations, ont décuplé, j'ai l'impression. Bien sûr, il y en a plein. Combien il y aurait à peu près de comédiens, mais et du coup de personnes qui travaillent dans le doublage, mais un large, parce qu'on compte pas, en comptant également du coup ingé son, directeur artistique. Oula, alors si on compte tous les métiers avec les chargés de prod et tout, j'en ai aucune idée. Je sors toujours le chiffre de 5 000, je pense qu'il est plus très à jour, on doit être autour des 7-8 000 peut-être aujourd'hui. Ça va je pense. J'ai aucune idée. Mais je dirais aller dans les 5 000. Je crois que j'avais 7 000 à un moment. Ouais, c'est ça. Moi je pense que c'est entre 5 et 8 000, un truc du genre. Okay. Ce qui est quand même beaucoup pour un métier avec autant des gens qui travaillent beaucoup là-dedans, énormément. Qui font... Parce que du coup, il y a beaucoup d'intermittences, j'imagine, quasiment que ça. Oui, on est tous intermittents. Donc, il y en a qui remplissent leur intermittence qu'avec ça, il y en a qui remplissent la moitié, etc. Bien sûr. Il y en a, ils travaillent une fois par an quand il y a le DA qui les appelle. Oui, voilà. Donc, c'est compliqué pour l'instant. Il faut faire du théâtre pour se mettre bien, pour pouvoir avoir une petite ligne sur le CV. Oui. Je l'ai pas fait moi. Moi, j'ai juste fait des stages. J'ai pas fait de grande école de théâtre. Yeah. Mais comme un peu tous les jeunes, quasiment, en vrai. N'est pas. Il y en a quelques-uns maintenant qui font des écoles, mais on a eu une petite génération. En fait, il y a eu un entre-deux. Genre là, en fait, c'est-à-dire que, et moi, je le conseille à mes amis parce que j'ai des amis qui veulent rentrer dans le métier et tout. Et c'est un peu bête de ma part dans le sens où je leur conseille des choses que je n'ai pas faites. C'est-à-dire que moi, je leur dis, maintenant, faites des formations, faites du théâtre, des choses que je n'ai jamais fait du tout. Et en même temps, moi, je suis dans parce que bon, là, je vais parler un peu plus perso, mais genre, je suis dans une situation un peu délicate dans le sens où ça m'intéresserait de fou de faire des formations. Mais en même temps, genre, j'ai un peu ce truc de, tu travailles déjà, Anna, tu sais, genre, est-ce que c'est pas un peu mal vu que tu ailles te proposer en formation, etc. Donc, on a beaucoup cette génération-là. On a eu une toute petite génération où, effectivement, on a pu un peu se faufiler. Et là où j'ai l'impression que maintenant, ça passe plus. Et genre, il faut que t'aies rencontré un minimum de DA, il faut que t'aies fait un minimum de formation, que tu aies fait un peu de théâtre quand même, etc. Que tu fasses une belle maquette. Il y a beaucoup de choses, des prérequis qui sont beaucoup plus demandés maintenant. Et qui sont fermés, parce que par exemple, faire une maquette, pour avoir une bande démo, faut avoir travaillé. Donc, c'est toujours le serpent qui se mord la queue. Si pour travailler, il faut avoir travaillé, il y a un moment où tu peux pas rentrer. Presque la meilleure formation pour faire du doublage, c'est de faire du doublage. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais il y en a qui font des stages pour rencontrer des DA précis, même certains qui travaillent déjà un peu. Ouais. Mais on m'a dit ça parce que moi j'aimerais potentiellement faire des formations de live par exemple, parce que c'est effectivement on en parlait tout à l'heure, c'est que même là, c'est que je fais beaucoup d'animations japonaises, beaucoup de productions japonaises et du jeu vidéo, mais effectivement du coup, contrairement à Esteban, je fais pas du tout de live. Et c'est pas que je ne veux pas le faire, c'est juste que en fait, et c'est normal, il y en a beaucoup qui se disent mais elle a pas fait assez de live, donc on a un peu peur de l'engager, ce qui est complètement normal, mais du coup je
peux pas m'améliorer et je peux pas montrer que j'ai de l'expérience en live si on m'appelle pas pour du live. Mais d'ailleurs, c'est un peu une question. Alors, beaucoup plus tard. Non, mais autant y aller maintenant. Mais moi, j'ai cette impression en fait que le milieu, il est assez cloisonné en sorte de blog, en sorte de bloc, pardon, de bloc de gens. Ouais, voilà, des bulles de gens où quand tu fais du live action, tu vas pas forcément faire du jeu vidéo. Comment justement est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, j'ai envie de dire. Comment est-ce qu'on passe je sais pas moi, de l'animation japonaise au jeu vidéo. Comment est-ce qu'on passe d'un milieu à un autre presque? On passe pas. En vrai, c'est compliqué. Hein, c'est vraiment des familles et des bulles. En fait, très vite, t'as une petite étiquette. Très souvent par ce que tu doubles. Vous êtes rapidement aussi typecasté vous doubler. Ça, c'est encore autre chose. Mais ouais, le type de rôle, un peu genre en termes de personnalité, genre en mode les mecs froids, les mecs ceci. Bon, on va pas aller non plus sur des trucs un peu flous ou un peu touchy, mais genre effectivement, j'en avais déjà parlé. Et moi, j'ai aucun souci avec ça, d'en parler par rapport à ça, mais c'est vrai que je fais beaucoup de personnages asiatiques, par exemple. C'est pas, je vais jamais m'en plaindre parce que déjà je suis intermittent du spectacle, que ça me fait des cachets, il y a zéro souci, etc. Et j'adore doubler ça. Mais c'est vrai que je m'en étais rendu compte quand j'avais dû faire ma bande démo. J'ai que des personnages asiatiques. Déjà, en plus, c'est-à-dire que le 3/4, c'est de l'animation japonaise, donc on reste dans de l'asiatique. Et le reste que j'ai, c'est des asiates. Ça me dérange pas du tout. J'ai pas de problème avec mes propres origines ou ce genre de choses. Et en plus, je fais des cachets, donc tout va bien. Mais je sais que j'avais déjà entendu du ras-le-bol de certains. Ouais, bien sûr, il y en a qui ont du ras-le-bol complet. On a tous des étiquettes. On est beaucoup, en fait, castés au physique, même si on n'est pas censé nous voir. Oui. Les DA nous voient, donc ils nous appellent. C'est-à-dire que tu fais beaucoup d'asiatiques. Je sais qu'il y a d'autres comédiens qui font des amis, ouais, on a des amis qui sont noirs, qui font que des noirs, ou des monstres, ou des monstres, effectivement. C'est un peu la règle. C'est marrant parce que on parlait d'une personne par rapport à ça, mais en fait, je viens de penser que j'ai un autre pote et c'est exactement la même chose. Maintenant que t'as dit monstre, j'ai fait, mais c'est vrai, il fait que des monstres ou des robots ou des voix d'assistants vocaux. Effectivement, maintenant que j'y pense. J'ai un exemple d'un comédien noir qui a fait un personnage blanc, c'est Gérald. Oui, c'est vrai, effectivement. C'est le seul quasiment. Comment s'appelle le comédien, je me rappelle plus. Daniel Lobé. Voilà, c'est Voilà, exactement. Oui, non, mais pourtant l'inverse existe beaucoup, quoi. Ah bah bien sûr. Mais c'est par exemple. Les blancs ont fait énormément de tout. J'ai tout fait moi dans ma vie. Il y a même une série que j'ai fait. C'est très drôle. C'était en Belgique à l'époque. C'est une série où c'était une famille noire qui était vue comme, je crois que ça s'appelle des buenos, c'est-à-dire que genre ils sont noirs à l'extérieur mais blancs à l'intérieur parce qu'ils vivaient. Bounty, c'est Bounty, peut-être t'as raison. Et du coup, c'est toute l'histoire, c'est genre le père qui se rend compte qu'ils ont perdu leurs racines et qui veut se reconnecter avec les racines afro-américaines et tout ça. Tout le cast était blanc. Donc tu vois, j'imagine aussi parce qu'en Belgique, c'est plus rare d'avoir des comédiens racisés. Il y a beaucoup moins de comédiens, donc il y a aussi beaucoup moins de personnages, de personnes racisées. Forcément. C'est ça ramène à ça. Mais pareil ici, moi j'ai fait énormément d'asiatiques, j'ai fait. C'est vrai, je t'ai vu dans des K-dramas et tout, ça avait l'air très cool. J'ai tout fait, moi, ce qui n'est pas le cas dans l'autre sens. Ouais, c'est ça qui est un peu dérangeant parce que moi je me rappelle une DA qui m'a dit bon, j'en ai marre que tu fasses des asiates, je vais te mettre sur une noire. Et j'étais en mode ok. Et c'est ce que j'ai fait. Et en réalité, je pense que c'est le meilleur rôle en live que j'ai fait. Honnêtement. Et j'étais en mode genre, c'est trop bien en fait, parce que il y a pas de voix typée en fait. On nous type, mais on n'a pas de voix typée. C'est comme. Il y a une interview de Lucien Jean-Baptiste qui en parle et qui dit il n'y a pas une voix de noir entre guillemets. Ça n'existe pas. Ouais, c'est ça. Comme une voix d'asiatique, ça n'existe pas. Moi, je sais que Geneviève, ses rôles les plus connus pour moi, justement, c'est des persos qui sont blancs pour moi. C'est Ciri et t'as Evangeline. Ouais. Donc. Complètement l'inverse, je veux dire. Bien sûr. Et ça marche. Et ça marche trop bien. Elle a une voix trop belle et il y a pas elle a pas une voix typée asiatique, quoi. Donc, pas besoin de faire ça. Bien sûr. Je raccroche du coup un petit peu les wagons. Il y a 2 ans, il y a eu un petit article sur France Info, mais qui est un peu dans toute une démarche qu'il y a actuellement autour des Nepo Babies, que ce soit dans le cinéma, mais également dans le doublage. Pas pourquoi je te regarde toi, Esteban, finalement. Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es considéré comme un Nepo Baby, techniquement. Oui, j'en suis un, complètement. Mais j'imagine que vous l'avez lu, vous avez au moins un petit avis sur toute cette polémique-là, ou alors. Je me souviens plus de l'article, mais peut-être je l'ai lu. Mais vous savez à peu près c'est quoi le concept du coup des Nepo Babies. Est-ce que pour vous c'est un fléau? Un fléau, oui, voilà. Non, mais quelque part, est-ce que c'est ça, quoi? Est-ce que c'est un phénomène à combattre ou où il faut équilibrer entre guillemets? À combattre jamais, à équilibrer on peut pas. De toute façon, oui. Étrange,
des gens qui naissent dans un métier font ce métier après. Enfin, tu vois, les Nepo Babies existent dans quasiment tous les métiers. C'est ça. Et puis même dans les surtout classes, dans les milieux artistiques, en fait, je pense. Oui, bien sûr, dans tous les milieux. Dans tous les milieux, mais le milieu artistique, il y a un côté où genre, ah, papa, il est acteur, j'ai envie d'être acteur parce que c'est tellement clair, je l'ai vu sur scène et tout. Plutôt que, ah, papa, il tape sur l'ordinateur, bah, j'ai envie de faire ça quand je suis après, il y en a qui le font. Il y en a qui le font, mais il y a un côté moins classe, moins prestigieux, ouais. entre guillemets. De toute façon, comme je suis complètement d'accord, on peut pas le combattre dans tous les cas. Il faut pas le combattre, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Juste, il faut que, parce que moi j'en avais déjà parlé avec d'autres comédiens et tout, je pense juste qu'il faut pas le nier, tout simplement. Les personnes qui le sont, il y en a qui le nient, tu sais, en mode genre, mais non, non. Et je comprends parce que t'as envie de, voilà, il y en a qui veulent combattre ça en mode genre, et c'est complètement normal. Ils sont en mode genre, bah. Putain, j'y ai mis du cœur. Moi aussi, j'ai fait, genre, je me suis battue, j'ai fait du théâtre, etc. Mais effectivement, avoir un nom, bah, ça aide, malheureusement. Parce qu'ils savent que t'es né dans un milieu qui t'a, entre guillemets, favorisé. En fait, il y a du favoritisme, entre guillemets. Donc, ça, il faut pas le nier. Et puis tout va bien. Moi, j'ai rien comme ça. Non, moi, ce qui est assez drôle, c'est que quand j'étais en Belgique, à l'époque, en tant que Nepo Babies, parce que j'étais plus un Nepo Babies en Belgique qu'en France. En France, juste, j'avais déjà 10 ans d'expérience, donc forcément, ça aide. Ça a aidé. Complètement, mais je suis pas venu avec un nom. Oui. Mais ce qu'on me disait, c'est, on m'a d'abord dit, donc j'avais 11 ans, on m'a dit, quand tu vas muer, t'arrêteras certainement de travailler parce qu'il y aura beaucoup moins de trucs pour toi. Ouais. Puis j'ai mué, et c'est là que j'ai eu une grosse série qui a fait que qui m'a pris quasiment 10 ans. Donc, j'ai continué. Ensuite, on m'a dit, ouais, mais quand t'auras 16, 17 ans, il y a le moment où tu vas un peu perdre le truc et t'auras plus envie. Et j'ai continué. Et après, on m'a dit, à 18 ans, tu travailleras plus parce que tu seras grand. Il y a d'autres gens qui seront adultes qui pourront faire les mêmes rôles que toi. J'ai continué à travailler. Mais c'est vrai qu'il y a certains Nepo Babies qui disparaissent à certaines étapes clés parce que plus envie, parce que, bah, finalement, c'était pas trop fait pour eux. Et juste, ils se sont retrouvés là-dedans. Et voilà, d'autres gens qui juste ont envie de passer à une autre vie. Et disparaissent, qui reviennent, quoi. Moi, je pense qu'il y a un cas assez iconique de tout ça. C'est Kellyanne Blanc, qui est la voix de Harry Potter, où en soi, je crois qu'il a fait quasiment que Harry Potter et après il y a beaucoup de comédiens de Harry Potter où ils ont juste fait Harry Potter et après ils ont arrêté. Ouais, c'était un gros truc. Ou alors ils sont allés, oui, c'est sûr. Mais ils ont fait autre chose, c'était plus du tout du doublage. Il y en a pas mal, je trouve, dans le doublage d'Harry Potter. J'étais assez étonnée pour le coup. Ou alors qui sont allés dans la comédie. Enfin, Manon Azem qui du coup doublait Emma Watson, je crois, qui du coup est partie vraiment dans la comédie. Entre guillemets. Bien sûr. Et tout ça, voilà, mais moi, je me dis, t'as pas une pression par rapport à ça, genre en mode on attend plus de choses de toi parce que t'es un Nepo Baby? Non. Toi, t'as l'air tellement lui, là, en mode genre. Oh, chill. Non. Bah, en fait, on n'attend pas plus de choses de moi. Déjà ici, je suis pas un Nepo Babies, donc. Oui, bien sûr, mais je veux dire, à l'époque, t'étais pas en mode genre putain, j'ai le nom de mon père, j'ai pas envie de décevoir, entre guillemets, etc. Moi, je me suis toujours dit qu'il y avait potentiellement plus de pression sur les épaules de quelqu'un qui. Bah t'as déjà un grand nom, tu sais, genre t'es enfant de, voilà, t'es de la famille telle genre. Et du coup parfois la chance que j'ai eue, c'est que j'ai commencé quasiment en même temps que mon père. Ouais. Donc on avait à peu près, il avait pas encore une réputation à l'époque et il était pas DA. Donc ça joue pour beaucoup ça. Maintenant il est DA, c'est ça. Maintenant il est un peu DA. Mais donc j'ai pas eu ce truc où il m'appelait et du coup les autres sont en mode ah ouais voilà il appelle son fils et machin. Tu vois. Et je sais que par exemple Tim Bellasserie en Belgique, sa mère essaie de pas l'appeler quasiment ou très peu. Justement pour ce truc de bah je vais pas te donner la cuillère quoi, genre tu te débrouilles dans le métier si t'as envie de faire ça. Bien sûr. Et donc elle l'appelle que quand il y a vraiment un truc pour lui, mais elle l'appelle pas sur tous ses projets. Bien sûr. Bah c'est ce que beaucoup de gens devraient faire et aussi c'est parce que tu donnes, je pense qu'il y a aussi c'est une preuve d'amour, je pense en mode genre bah j'ai pas envie que plus tard on t'embête par rapport à ça. Il y en a beaucoup qui moi, je vais pas citer de cas, mais je sais qu'il y en a. Je pourrais les citer techniquement parce que moi, j'ai plus de l'empathie envers ces situations-là où c'est arrivé malencontreusement que mais parfois c'est comme ça, c'est-à-dire c'est l'acteur littéralement, son enfant c'est littéralement la voix française de tel acteur. L'acteur arrive dans une saison et t'es en mode genre je suis obligé d'engager mon enfant parce que c'est littéralement sa voix française. Bien sûr. Et du coup les gens font en mode ah mais tu vois t'engages ton enfant et t'es en mode genre mais c'est logique. Il y a toujours de la préférence, que ça soit pour un enfant ou pour juste un comédien fétiche qui est engagé tout le temps. Quoi. Bien sûr. Et puis d'ailleurs, en réalité, on parle de Nepo Baby et tout, mais c'est un problème récurrent même dans les DA et tout. Bah, tous les DA ont un peu un comédien fétiche. Ouais, bien sûr. Ils ont tous un chouchou. On en revient au côté où c'est des blocs de gens, c'est des bulles de gens qui communiquent pas trop entre eux. C'est ça. Bien sûr, c'est comme ça qu'on travaille. Hein. Souvent, c'est des phases où tu as un DA qui t'appelle énormément pendant 6 mois, puis c'est un autre, puis c'est un autre. Et on rebondit un peu de groupe de DA en groupe de DA. Ouais, c'est vrai. Exactement. Voilà. C'est des Pokédex. C'est vraiment le Pokédex. Hein. Et donc, tu dois en rencontrer le plus possible. Comme ça, tu as le plus de chances d'avoir
un pool de DA qui voilà, t'appelle. le pool. Non, mais t'as raison de le parler comme ça. Un roulement parfait. Mais du coup, d'ailleurs, Esteban, tu parlais du fait que tu avais commencé en Belgique. Est-ce que tu trouves que, du coup, de ton expérience en Belgique et ton expérience en France, vu que je crois que ça fait quasiment... Ah non, ça fait plus... Non, ça fait plus longtemps en Belgique, mais... oui. Mais tu étais beaucoup plus jeune aussi. Oui, donc, aussi, ouais. Et demandait pas la même chose. Tu dirais que les méthodes de travail sont vraiment radicalement différentes ou pas? Parce que c'est une autre méthode de paiement où c'est du paiement au forfait, c'est ça? Ouais, en Belgique, comparé à France où c'est à la ligne. Ouais. En tout cas pour du live action, pour le jeu vidéo c'est différent, tout ça. Mais du coup, tu dirais qu'il y a des méthodes vraiment de travail différentes entre les deux? Non. En studio, il n'y a jamais eu vraiment de différence. Ça joue, comme tu dis, sur les cachets, sur l'argent, sur les rôles et sur les séries qui sont là. C'est-à-dire qu'il y a plus de dessins animés, plus de trucs des enfants. Enfin, il y a un peu de tout en vrai. Mais non, j'ai pas senti de différence, à part, en tout cas, on va dire une différence purement technique de comment ils font. Moi, j'ai senti une différence parce que quand j'étais en Belgique, j'étais un enfant, l'enfant d'un autre comédien. Donc, on me demandait pas exactement la même chose. On me demandait d'être... Enfin, voilà, on m'accompagnait un peu plus. Alors que quand je suis arrivé ici, on me connaissait pas, j'avais 18 ans, j'étais un adulte, donc on m'a beaucoup plus tapé dessus. On m'a pris comme un comédien qui est professionnel. On t'a secoué, je pense. Et j'ai beaucoup plus appris ces 5 dernières années ici à Paris qu'en Belgique, parce qu'en Belgique, ça a été ma formation, et ici, ça a été vraiment genre le dur, quoi. Genre, j'ai vraiment fait des trucs plus importants, j'ai fait des trucs plus difficiles. Et j'ai été avec des DA plus difficiles aussi. Plus exigeants. Plus exigeants. Ouais, c'est ça. Clairement. J'en profite juste le chat. N'hésitez pas, hein, si vous avez des petites questions à poser comme ça dans le sillage de tout ça. Je vois que ça donne des petites précisions. Ça parle de ton look absolument flamboyant, de ce que je vois. En même temps, ils ont bien raison. Anna, toi, par contre, du coup, tu viens plus du doublage amateur. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est un milieu qui a vraiment, qui a bien évolué avec le temps, ou est-ce que, évolué dans le bon sens entre guillemets, ou est-ce que, vu que maintenant il y a beaucoup de comédiens qui viennent du doublage amateur, c'est vu comme une voie un peu légitime? Est-ce que c'est devenu presque trop sérieux par moment pour de l'amateur? J'ai envie de dire. Je dirais que pour le milieu professionnel, ça restera toujours pas une voie très légitime, malheureusement. Ah ouais. On le voit comme des jeux. En fait, aujourd'hui, je sais que quand je me présente en live ou autre, effectivement, je suis la comédienne qui est venue d'Internet. C'est vrai, et je le nie pas du tout. J'ai pas de regrets par rapport à ça. Je suis très contente d'en être arrivée là, avec ces moyens-là. Par contre, moi, je sais que les DA avec qui je bosse le plus souvent, etc., ils me voient pas du tout comme la comédienne qui vient d'Internet. Loin de là, justement, ils sont juste en mode genre, elle a les compétences, on l'a engagée, point. Ça s'arrête là. Par contre, si je peux pas parler de légitimité dans le sens où j'ai fait mes preuves auprès de ces personnes-là, pas avec des doublages amateurs, j'ai fait mes preuves avec des doublages professionnels. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui nient ça et qui ne voient pas du coup que mes compétences que j'ai pu montrer dans des productions professionnelles, elles sont là grâce aux productions que j'ai faites sur Internet, parce que du coup, j'ai eu un entraînement intensif avec une prof très très dure qui est moi-même. Donc c'est ça la différence. Après, je sais plutôt ce que tu disais par rapport au doublage. Ah oui, comment le fandub, la communauté fandub a évolué. Est-ce qu'elle est plus stricte? Peut-être. En fait, moi, j'en ai des échos parce que bien évidemment, maintenant que je bosse beaucoup plus, mais j'ai quand même un œil, j'ai des amis qui sont toujours dedans. Donc, je surveille. C'est un milieu qui me touche encore beaucoup. Je veux dire, comme dans toutes les communautés, d'ailleurs même pro, quand il y a des dramas, ça me touche parce que je suis en mode on est juste censé kiffer ce qu'on fait, etc. T'as tout ça. Donc il est censé y avoir moins de pression quelque part. Ouais, mais en fait, ils se mettent la pression parce que le public, il est différent. Nous, en fait, quand on fait du pro, on est en mode genre, en fait, on est payé derrière. C'est ça notre récompense, techniquement, on est payé. Après, il y a bien évidemment la reconnaissance, ce genre de choses. Mais pour du doublage amateur sur Internet, le seul paiement que tu as, c'est la reconnaissance en fait derrière. Donc, il y a ce truc légèrement plus malsain à des moments. Et le gros problème qu'il y a en ce moment, et je ne sais pas si toi tu l'as vu un petit peu, ou peut-être toi-même, il y a une course à ça. Il y a une course à faut qu'on fasse le doublage fandub le plus vite possible d'une série, le plus vite possible pour potentiellement proposer nos services, pour potentiellement faire ceci. Je sais que c'est très culotté venant de moi, dans le sens où je l'ai fait.
j'ai réussi, je le dis, moi j'ai réussi en soi, et aussi j'ai même fondé un studio avec d'autres personnes à la suite de ça. Mais c'était des circonstances tellement différentes dans le sens où toutes les personnes qui ont contribué à ce studio, on était déjà posés en fait, on était déjà professionnels pour la plupart, là où il y a beaucoup de personnes qui viennent d'internet, et je suis pas du tout en train de faire la meuf condescendante en mode genre vous êtes la plèbe et nous nanana, loin de là, c'est juste qu'on a l'expérience et on sait du coup c'est quoi les différences. Il y a beaucoup de il y a un truc un peu où je suis pas très fan parfois du côté fandub en mode genre bah nous ce qu'on a fait c'est tellement mieux que ce qu'a fait la VF officielle, et je suis en mode c'est très mignon. Peut-être que à la fin, dans les critères, effectivement, c'est très mignon de dire ça et de se dire que c'est vrai. Mais on dira pas qui disait ça sur Twitter. Non, mais en vrai, je vise même pas une personne en particulier. Non. Je vais pas viser une personne en particulier. Non. Mais il y en a. Arrête, tu vas me foutre dans la merde. Aussi que, on en parlait justement juste avant avec Esteban. Mais il y a aussi, parfois une sorte. Tu parlais de la légitimité presque quelque part du milieu amateur, mais il y a aussi parfois des gens qui sont dans le milieu du doublage professionnel qui méprisent un petit peu aussi le doublage amateur. C'est sûr. Complètement. Mais moi, je le dis quasiment pas. Moi, mes premières bandes démos, et encore, c'était à l'époque où ça allait, je mettais du fandub, en précisant bien que c'était du fandub, que et que c'est juste des extraits pour montrer comment ma voix sonne, parce que de base, maintenant, aujourd'hui, les bandes démos, ça sert à ça. Là où avant, c'était pour montrer avec quel DA tu travailles, avec le niveau de ta voix et tout. Aujourd'hui, comme on peut tricher avec le fandub, et je comprends tout à fait les DA qui me disent, moi, le fandub, je fais attention parce qu'en gros, la seule chose que ça me montre, c'est le type de voix. Et je suis complètement d'accord parce qu'en fait, la personne, elle a peut-être fait 10 000 fois la prise. Et c'est vrai, alors qu'en doublage, on te demandera, c'est une estimation, mais on te demandera maximum 5 à 10 fois. Genre, et on te demande de toi de réussir en 3 prises minimum, en réalité. C'est pour ça que souvent, quand je vois des commentaires du genre mais notre fandub il est tellement meilleur que la VF, moi je leur dis mais très gentiment en mode genre mais vous n'avez pas du tout les mêmes conditions. Vous avez pris une semaine au lieu d'une journée. Vous avez pris une semaine pour faire un trailer, là où nous on doit prendre 1h30, 2h maximum pour faire ce trailer. Et c'est tout. Et encore, je suis gentille, pour un trailer, tu prends parfois moins, honnêtement. Que vous n'avez pas les mêmes conditions que vous. Du coup, peut-être que vous êtes fan du produit, donc vous avez hyper recherché, vous avez regardé les scans, vous avez regardé tout, les œuvres des réalisateurs, genre de choses. Là où, nous, c'est pas, les professionnels, parfois, c'est pas le cas. Il y a une méconnaissance, simplement. J'ai envie de dire aussi, s'il y a un fandub, par exemple, d'une série, vous savez comment la série se termine, comment les personnages évoluent. Exactement. Alors qu'une série en simul-dub, du coup, en on doublage découvre en même temps que les gens. À part si on regarde les scans ou ce genre de choses, il y en a qui le font, par exemple. Mais c'est très rare. Là où, il y a une implication qui est différente, en fait. On peut pas comparer entre guillemets, un travail froid et professionnel, froid n'étant pas négatif. C'est juste que on nous demande un taf, on fait le taf, point. Un projet passionnel où on y met 2000 heures tant que c'est parfait, etc. Nous, on n'a pas ce privilège-là. Et je le dis en tant que personne qui a fait les deux, vraiment les deux parcours. Vous ne pouvez pas comparer, vraiment pas. C'est presque plus simple fandub que le doublage. C'est différent, mais effectivement, parce que je trouve que ça crée aussi des problèmes. Souvent, justement, comme tu dis, vu qu'ils le font 10 000 fois, il y a certains comédiens et comédiennes qui chopent des tics à force de tellement vouloir en fait polir le diamant qu'à la fin en fait il y a quasiment plus rien parce que t'as voulu trop faire. Et à un moment, même moi parfois, ça manque de naturel, quoi. Quand je fais un truc tout seul, il y a des moments où je dois m'arrêter parce que je sais que sinon je vais rentrer dans un truc de trop perfectionniste. Et en fait, ça va perdre en âme et ça aura un peu plus aucun intérêt. Et en plus, vu qu'ils ont pas de DA, ils ont pas un œil extérieur, ou alors quelqu'un qui lui aussi est fan de beurre, ils peuvent pas vraiment se remettre complètement en question, parfois pas se rendre compte de ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas. Et c'est pour ça que par exemple à un moment, c'était Hervé et Alexandre qui avaient fait ça, Nguyen, de faire leur TikTok. Ça c'était trop bien. C'était trop bien, j'adorais. En fait, déjà, l'ambiance était trop cool. Oui. Ils sont trop cool. Oui. Les deux sont trop cool. En fait, ils pètent le feu de base. C'est des comédiens, parce que forcément, il y a des comédiens aujourd'hui qui sont plus durs, stricts ou autres. Bien sûr, vraiment, c'est la jeune génération. Voilà, eux, ils font partie, ils sont encore aussi, ils sont au-dessus de nous. Donc, dans le sens où c'est pas notre génération non plus, techniquement. Dans la trentaine, c'est ça, il semble. Voilà. Je pense du genre. À peu près. Mais nous, on est encore les bébés en soi, j'ai envie de dire. Grul et Alexandre Nguyen, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, on font beaucoup d'animés, vous les connaissez forcément. Oui. Ils font beaucoup de tout, en fait, même, je trouve. Vrai, Et pour ceux qui connaîtraient pas trop, en gros, ce qu'ils faisaient, c'était des TikTok un peu explicatifs, où soit ils reprenaient quelqu'un qui leur avait envoyé un fandub, soit ils expliquaient un truc du doublage. Comme les gens qui font des analyses de prod. Exactement, c'était ça. Tu vois. Et ils le faisaient toujours d'une manière très...
bienveillante, je trouve, mais pédagogue en ne disant pas genre ah c'est bien, tu vois, genre et il montrait des exemples de comment c'était, par exemple quand il disait genre ouais là t'as manqué de projection, on t'explique ce que c'est la projection parce qu'il y a pas mal de gens qui connaissent pas plein de termes qu'on dit nous facilement en mode genre projette. Moi c'était enfin bref, on m'a déjà dit plein de fois genre c'est bien de dire projeter, mais c'est quoi en fait explique-moi ce que c'est. Ouais, c'est compliqué. On a un vocabulaire qui est assez fourni. Ta voix est bleue, c'est ça je crois. Blanche. Blanche. Dire que quelqu'un est bleu, c'est plus le côté, il commence quoi. Genre, ouais, c'est ça. C'est... Oui. Mais quand quelqu'un est vert, on veut une voix chaude, on veut une voix ronde. C'est des choses que on comprend globalement ce que c'est, mais nous c'est encore plus précis en mode genre on sait ce que ça veut dire. On a tellement de petits trucs détaillés, etc. Moi, j'aime bien dire, sur la bande rythmique, tu l'as vu? T'as vu le BS, ça veut dire quoi? Enfin, BF, ça veut dire quoi? DS, ça veut dire quoi? BO et tout. Et je vois mes potes en mode genre, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle parle? Il faut tout apprendre. Donc, et parfois, il y a des trucs comme ça où, par exemple, il y a écrit rire parce qu'il faut rire. Et des comédiens qui sont un peu stressés, qui débutent, ils te disent juste rire. Et tu vois, c'est des trucs comme ça où, oui, si tu sais pas, ça a l'air complètement con, mais, c'est ça. Mais il y a plein de trucs comme ça où, justement, les inspi, qui sont souvent notés, donc si c'est une inspiration vers le haut, tout le temps. À chaque fois, c'est quoi déjà? Qu'est-ce qui monte et qu'est-ce qui descend? C'est ça. C'est ça, slash comme ça. En fait, ça fait des petits chapeaux en fait à la fin. C'est ça. Et si t'as un M devant le H, c'est que c'est bouche fermée. C'est des trucs comme ça. Ne serait-ce que lire la bande rythmo, ça peut être assez complexe. Ouais. Et puis en plus, ça tourne, ça va vite. T'as 30 secondes, les boucles, c'est à peu près 30 secondes. Tu la regardes une fois, peut-être 2 fois si t'as un peu de chance, et après t'y vas, quoi. C'est ça. Après, tu peux recommencer. Souvent, on fait un premier jet qui est pas incroyable ou qui est pas parfait. Et après, il te dit, OK, tu me refais ça. On refait et c'est bon. Maintenant que tu la joues, quoi. Ouais, c'est ça un peu. c'est le truc. Attends, il y a des questions. Mais... Il y a beaucoup de questions de 420 Hz. Salut. Salut toi. Et oui, à la lumière de cet échange, je me dis qu'on peut questionner la partie artistique du doublage si on est pratiquant en amateur ou en milieu pro, car si les passionnés des œuvres traduites sont chez les amateurs et que les pros travaillent à un rythme industriel, est-ce que c'est pas au détriment des œuvres? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que chacun a un avantage, chacun a un inconvénient. Oui, exactement, mais c'est juste que du coup, c'est pas les mêmes conditions, même s'il y a des défauts et des qualités d'un côté et de l'autre, c'est pas comparable quand même, du coup, derrière. Mais je suis d'accord, après, on commence quand même relativement à avoir de la chance, dans le sens où il y a des gens qui sont vraiment passionnés par en fait, là où à l'époque, il y avait des gens qui étaient un peu en mode genre c'est pour le gagne-pain, etc. On commence à avoir vraiment des vrais passionnés de direction. On le voit, par exemple, il y a les directeurs artistiques de jeux vidéo. Souvent, c'est des gamers, tu vois, et animé, qui aiment ça. L'animé, pareil, qui en consomme, qui achète. C'était pas nécessairement le cas. C'était pas nécessairement le cas. Et du coup, ils connaissent les codes, ils connaissent ce genre de choses, et ils ont un vrai fun à faire ça. Il y en a bien évidemment qui c'est pas leur truc et puis basta, mais qui bossent quand même. Bon, c'est comme ça. C'est vraiment effectivement un peu au détriment de l'œuvre parfois, mais c'est dans tout, quoi. Mais clairement, nous, ça nous fait chier parfois que ce soit industriel et qu'on n'ait pas le temps, parce qu'à une époque, il y a 20-40 ans, en gros, tous les comédiens venaient, ils attendaient dans le couloir, et dès qu'il y avait des scènes, on faisait genre le film dans l'ordre. Et dès qu'il y avait un comédien dans la boucle, il venait, il faisait son truc, il repartait dehors. C'était au fusil, presque, en fait. C'était pas au fusil. Il y en a beaucoup qui avaient, ça dépend des séries, mais oui. Il y a eu des animés qui étaient quand même faits au fusil. Au fusil, c'est quand on regarde pas la bande rythmo avant, et donc juste on y va et c'est limite de l'impro. En one day, quoi. Ouais, c'est ça. On essaye en mode genre, on perd pas le temps de la regarder, parce qu'il faut se dire que si un épisode dure 30 minutes et qu'on doit le doubler dans une journée, comme on doit montrer tous ces passages, tu perds, en réalité 3-4 fois la durée de l'épisode. C'est ça, en fait tu perds peut-être 1h30 à le regarder. Tu perds même pas, hein. Moi j'utilise le mot perdre, mais en réalité non, si, alors c'est investir, voilà, mais voilà. C'est investir pour de la qualité. C'est pas de la perte, mais oui, pour un mec purement qui va regarder son Excel, on perd 1h30, mais on est obligé de le faire si on veut faire du bon taf. C'est ça. Je vais totalement dévié de sujet. Pas de souci. mais du coup, je sais que c'est un gros débat actuellement dans la culture cinéphile sur Internet. Oh là. Et je sais pas ce que c'est. J'ai oublié la question. Non, mais surtout parce qu'il y a eu récemment un petit extrait du film Superman qui est sorti sur Twitter en VF. Voilà. J'ai pas vu l'extrait. Je l'ai vu partout passer, mais je l'ai pas écouté. En fait, l'extrait de base, il dit 1A et l'extrait en VF, il dit 1A. Ce qui est une très bonne traduction, je pense qu'on peut se le dire. Et tout le monde qui dit c'est dégueulasse, comment vous pouvez regarder ça? Vous, est-ce que vous êtes plutôt du coup pro quand on regarde, nous? Quand vous regardez plutôt en VO ou en VF? J'ai tendance à regarder en VF en première, moi, pour le coup. Ouais, ça dépend des trucs. Ça dépend des trucs. Je regarde en VF en premier et
quand l'œuvre me plaît vraiment beaucoup, je me la retape en VO. C'est-à-dire que par exemple, Brooklyn Nine-Nine, je l'adore en VF et vraiment je l'adore même bien plus en VF qu'en VO. Aussi. Oui, peut-être qu'il y a un lien, on ne sait pas, hein, je ne le dirai pas, mais on ne sait pas. J'adore cette VF, vraiment. C'est peut-être une de mes VF préférées avec The Good Place, que je trouve insane en termes d'adaptation pour le coup. The Good c'est Place. Dexter pour l'instant. J'adore la VF, elle est trop bien. Ah ouais, je connais pas du tout. Vraiment bien. Mais après, quand j'aime vraiment une série, la plupart du temps, je la regarde en VO, ou même un film, je le regarde parfois en VO. Il y a des séries où, et c'est pas du tout de la faute de la VF est excellente, c'est juste que on perd le principe de la série. Je m'explique dans le sens où la série Sense8, par exemple, je la préfère en VO parce qu'on perd le concept, je trouve, justement, d'avoir 8 individus qui ont 8 cultures différentes, 8 langages différents. Et du coup, justement, t'as les passages avec la langue de la personne et justement, tu vois le personnage complètement confiant. En mode genre, mais comment je comprends pas ce qu'il me dit, etc. Les œuvres polyglottes, généralement, c'est toujours c'est ça. Dès qu'il y a des accents, on peut pas les faire, donc c'est compliqué. C'est trop chiant, ça. Pardon. Ça, je trouve que c'est embêtant aujourd'hui, mais je ferais très Michel Leb. C'est ça le problème. Ouais. C'est pour j'ai l'impression qu'il y a une politique de manière générale dans le doublage de supprimer également tous les accents. De lisser un peu le tout, effectivement. Après, parfois, il y a des demandes spécifiques à ce qu'on garde des accents et tout. Nous, là, je dévie complètement, mais je sais que Studio Abyss, on a été en charge d'une série qui s'appelle The Gaslight District, qui est une série qui est justement un des créateurs, ou le créateur, il est québécois, en fait. Et du coup, il nous a fait une toute petite demande en mode genre, bon, vous n'êtes pas obligé la VF, mais on serait trop content qu'un des personnages soit québécois. Et on était en mode genre, en fait, on veut trop lui faire plaisir. Et du coup, genre, on est allé chercher comme pas possible, etc. On l'a trouvé, il est insane. Et du coup, il a full accent québécois et c'est lui qui se fait le plus saucer dans les commentaires, c'est genre, c'est trop bien que vous ayez pris un Québécois, etc. Alors que les doublages québécois, ils enlèvent leur accent. C'est trop. Je trouve ça bête parce que si on a un doublage français et québécois, autant que vous gardiez, autant qu'ils gardent leur accent. Mais non, justement, le but c'est que ça soit pour tout le monde. Surtout que ça ressort, je veux dire, les grandes voix de notre enfance, les grandes voix, également les grandes interprétations. Moi, je pense à Brad Pitt dans Snatch, où il garde vraiment son accent et où ça donne une VF qui est absolument légendaire. Bien sûr, non, il y en a qui sont super, mais on pourrait pas faire les accents. Il y a un jeu qui est très connu, qui fait partie d'une vidéo qui s'appelle genre les pires doublages de jeux vidéo. Où dedans il a l'accent marseillais, et c'est censé être un mec de la CIA, ça marche pas trop. Binary Domain, c'est très bizarre. Ça fonctionne pas, donc c'est un sujet très compliqué. Comme je vois dans le chat, il y en a qui disent que parfois les accents russes ou allemands on les garde, espagnol aussi. En fait, il y a c'est un peu horrible, mais mais ça c'est même en termes de société, c'est qu'il y a des accents en fait, il y a des insultes, il y a une racisme, enfin je sais pas comment dire ça, il y a des trucs qu'on considère racistes et d'autres non. Oui, c'est socialement acceptable de faire un accent espagnol. Là où c'est moins acceptable de faire un accent africain, par exemple, alors que techniquement qui est très large d'ailleurs, accent africain. Oui, c'est très grave, c'est très large, mais c'est pour justement donner ce truc de, c'est comme dire accent asiatique, tu vois, genre c'est tellement tellement de nuances à l'intérieur. Oui, en plus on a l'Asie de l'Est, enfin même accent québécois. J'ai un ami qui est québécois et qui me dit il y a une différence entre l'accent de Montréal, l'accent de exactement, complètement, tu vois. Mais du coup, il y a des accents qui sont plus acceptables que d'autres parce que c'est horrible comment je vais le dire, mais on peut plus taper sur certains que d'autres. En fait, c'est un peu les Asiatiques, on prenne très très cher. Le racisme, je sais que ça n'existe pas pour beaucoup, tu vois. Je sais que parce que ça citait du coup également Cyberpunk. Je sais que dans Cyberpunk, il y a un personnage qui est joué par Martial Leminou. Le jeu, pardon, 2077. Je sais qu'il y a un personnage qui est joué par Martial Leminou, qui a un accent, je sais plus exactement. Je crois que c'est asiatique de manière générale, mais je crois que c'est plus spécifiquement japonais. Mais j'ai vu vraiment que des bons retours autour de son interprétation. Donc pourtant non, il est solide dessus. Mais c'est surtout que tant que c'est fait avec entre guillemets respect et pas de la moquerie, et que c'est je sais pas, ou même si c'était fait par de la moquerie, c'est pas l'accent qui est drôle, mais le jeu, par exemple, moi je pensais à Shrek, par exemple, le chapeauté, il a un accent, ok, mais c'est pas parce qu'il fait cet accent qu'il est drôle, c'est le personnage qui est drôle, et ça se rajoute avec en fait, et du coup ça accentue ça et c'est tout. Donc c'est pas juste l'accent qui est censé faire rire, c'est sinon ça, là on en fait. tombe dans du Michel Leb, effectivement. C'est ça le problème, donc c'est compliqué. C'est sûr. Et du coup ça fait quand même une petite dizaine d'années, même un peu plus, depuis l'apparition d'Internet, j'ai l'impression qu'il y a une grosse commu pro VO. Est-ce que vous êtes affecté par ça par moment quand vous parlez de votre métier en ligne ou ailleurs? Je pense qu'en fait, c'est juste qu'on est deux individus où on s'en fout. Ouais, c'est saoulant de voir des gens cracher sur ton métier.
Mais bon, globalement, on le fait, on est ça payé. Touche pas notre cachet. Voilà, c'est ça. En fait, ça touche pas notre cachet, ça va pas toucher notre carrière en mode genre, oh non, il y a telle personne sur Twitter qui a dit que je devrais pas exister, que la VF devrait pas exister. Oui. Mince. Bon, alors. On te voit, Deadzak. Voilà. Mince, je vais signer mon contrat. Genre, en mode genre, bah, écoute, ça change rien à nos vies. Mais on sait que c'est utile pour d'autres personnes. On sait que il y a des communautés énormes autour du doublage. T'en as fait partie d'une certaine manière. Donc, voilà, oui, il y a toujours des gens qui détestent. Il y a des VF que je n'aime pas. Bah oui, ah non, mais attendez, c'est pas parce qu'on est comédien d'ailleurs que on encense toutes les VF. Loin de là, je pense d'ailleurs qu'on est peut-être ceux qui sont plus durs envers les VF, parce qu'on est les plus en mode genre, là, on a entendu quelque chose là. Là, il y a un bruit de bouche qui a glissé là, t'as pas bien prononcé. Le pire, ça doit être vos propres interprétations également. Non, mais ça, on va même pas en parler. J'imagine que t'as pas joué à God of War Ragnarok en VF. Je l'ai fait en VF, j'ai souffert. Mais par exemple, Karate Kid, je suis toujours pas allé le voir. Oui. Globalement, tout ce que je fais, je vais pas le voir. House of the Dragon, j'ai pas regardé. Gen V, j'ai pas regardé. C'est vrai que moi, c'est plus que les œuvres m'intéressent pas la plupart du temps. Je joue à Overwatch en VF, mais je m'insulte la plupart du temps. Je suis en mode tais-toi. Alors, c'est mon deuxième main, donc c'est un peu ça le problème. Mais le truc, c'est que quand il y en a une dans ma team et qu'il spam des répliques, j'ai envie. Bon, je vais pas dire les mots, mais je suis en mode tais-toi. Mais la personne n'est pas au courant, donc je suis en mode tais-toi. Je me dénigre pas, c'est juste que c'est tellement étrange d'entendre ta propre voix dans un jeu et qui me donne des ordres et parfois qui m'insulte. Je suis en mode mais C'est pour ça que je veux un perso sur LoL, c'est pour pouvoir arrêter, bien sûr. Le mytho. Non, c'est vrai. En vrai, ça c'est un de mes objectifs aussi. De ouf, j'aimerais vraiment. C'est l'objectif de toute la jeunesse qui fait du doublage actuellement. Overwatch, mais moins aujourd'hui vu que c'est un jeu qui a perdu un peu en vitesse. Ouais, c'est un peu plus compliqué, mais en vrai, ça reprend de fou. Là, en ce moment. Avec Stadium, c'est cool. Bah, ils ont repris de plein de choses, mais effectivement, ouais. On change de podcast, c'est Overwatch maintenant. On parle d'Overwatch, voilà. On va parler de la méta actuelle. Puis même, je vais parler d'un autre truc, c'est que par rapport au débat pro VO VF, moi, ce qui me dérange, c'est que le débat n'a même pas lieu d'être, dans le sens où de base, si une VF existe, c'est pour de l'accessibilité. Bien évidemment, ce n'est plus que pour ça aujourd'hui, et on est très content de ça. Il y a un côté artistique, il y a un côté vraiment, adaptation, en fait. Adaptation, de la culture, qu'on rajoute notre petit sel, etc. Mais de base, c'est fait pour l'accessibilité. C'est pour qu'on puisse, que des personnes puissent entendre, comprendre des œuvres. C'est pour de la culture, en fait. Et du coup, être contre de l'accessibilité, moi, ça me dérange pour le coup. C'est juste, ça m'énerve parce qu'on est en mode genre, ce serait comme, pour moi, c'est le même niveau de dire, putain, c'est chiant qu'il y ait une rampe à côté des escaliers, ça casse les couilles, du coup, j'ai moins de place. T'es en mode, bah oui, mais il y a des personnes handicapées qui peuvent pas passer. Enfin, t'es en mode genre, tout ne tourne pas autour de toi, tout ne tourne pas autour de nous, en fait. Et du coup, bah, on est content quand des gens sont en mode genre, bah, en fait, j'ai pu suivre parce que j'ai des problèmes d'attention et que du coup, je peux mieux suivre avec de la VF. Bah, en fait, bah, voilà, il y a plein de personnes que ça aide et en fait, vous, entre guillemets, vous leur chiez dessus, en fait. Et ça m'énerve plus que ma propre carrière. Ça, je m'en fiche. Je suis en mode, ça ne touche rien. Vraiment, je toucherai le même cachet. Je ne perds pas d'argent avec un tweet. Augmenter. C'est ça. C'est sûr. Je vais encore une fois changer de sujet. Anna, du coup, tu fais principalement de la comédie, mais tu fais également de la direction artistique. Est-ce que tu préfères diriger ou jouer? Ouah. Il a. Allez, bam. Petite question comme ça. Aujourd'hui, je préfère encore jouer, mais c'est tellement différent. En fait, c'est surtout que moi, j'ai pu diriger des œuvres en amateur, etc. Il y a pas de souci. Mais récemment, effectivement, j'ai pu diriger de manière plus professionnelle avec The Amazing Digital Circus. Et c'est un parcours très différent et c'est même une expérience complètement différente. Et du coup, bah, par rapport à ça, c'est un peu compliqué de choisir dans le sens où j'ai fait qu'une œuvre, professionnellement parlant, à côté de peut-être, j'exagère, mais peut-être 50 plateaux de, beaucoup plus ailleurs, hein, mais voilà, c'est pas comparable. Par contre, j'adore la direction. J'avoue qu'en fait, je suis un peu... Je comprends, hein. J'ai un peu en mode genre, putain, en fait, c'est trop cool. En fait, ça m'amuse trop de faire un cas, ça m'amuse trop. En fait, d'ailleurs, j'ai l'impression de même mieux lier avec les comédiens parce que j'étais pote avec quand même 50% des gens de mon cast de The Amazing Digital Circus parce que j'avais besoin d'une sûreté un petit peu parce que c'était notre premier produit avec Studio Abyss. Moi, je l'assume complètement. Mais j'ai l'impression que ça m'a encore plus rapproché des personnes avec qui j'ai bossé, par exemple. Et je suis contente. Et même, c'est une expérience folle. Et t'as ce côté, putain, il y a tellement de gens qui me félicitent et qui me complimentent dessus. Alors, bon, j'ai encore le syndrome de l'imposteur en mode genre...
c'est ta première œuvre et tu te retrouves sur une série Netflix, tu te retrouves sur une série qui est cool en vrai, mais oui, le c'est pilote tôt. numéro 1 et Une tout. grosse explosion, ouais. Tu sais, genre, on s'y attendait pas autant. C'est pas prévu, ouais. C'était pas prévu, en fait. Mais je suis trop contente aujourd'hui et je préfère être comédienne de doublage, mais je veux faire de la direction. Je veux en faire plus. C'est ça. J'ai l'impression que ça arrivera. Parce que Esteban, toi, t'as jamais fait, je crois, de direction. Jamais. C'est un truc qui te tente ou pas? J'ai longtemps dit que non, et je pense toujours que ça m'intéresse pas parce que ça me ferait crier de devoir être derrière un bureau alors que j'ai envie d'être à la barre. Mais je pense que la direction d'acteur, je peux vraiment kiffer ça, et le coaching, plus que faire un cast. J'aime pas trop faire un cast. Je suis pas très bon les en appels cast. et tout. Je suis pas très bon pour c'est ça, ce que moi. je préfère faire. Ah, je comprends, Je trouve ça moi j'aime trop pas. drôle. En fait, j'aime bien faire les essais. Tu sais, genre, en gros, Oui. mettre 3 personnes et voir comment ça passe et tout. Bon, déjà, c'est beaucoup moins casse-gueule de faire ça que, genre, directement mettre une personne et voilà, faut lancer le truc. Mais tu me diras, j'ai pas fait passer d'essais dans The Amazing Digital Circus. Je n'avais pas le temps, littéralement. Voilà. Mais si j'avais eu le temps, je l'aurais fait. Mais effectivement, moi, j'adore ça. Je préfère coacher. Je préfère ouais la direction, ouais. C'est vrai, putain. Et non, mais oui, parce que j'ai l'impression, parce que j'avais fait pas mal d'interviews de directeurs artistiques pour mon mémoire, et ils me disaient, ouais, 80% du taf, c'est le casting. Oui. Et vraiment. après, bon, tu enveloppes un petit peu la direction, quoi. Bah, tu oui, dis, c'est ça. ouais, tu corriges un petit peu. Mais j'ai l'impression Si que t'as bien fait ton cast, normalement tu roules tout droit. C'est ça. Et juste, il y avait une très belle remarque par rapport à ce qu'on disait par rapport au débat VFVO de Mister HS qui disait ce qui devrait critiquer est plus la distribution des films en VO hors Paris que la VF en elle-même. J'ai l'impression que c'est aussi la base de la frustration. J'ai l'impression que, effectivement, la haine et la frustration qu'ont les personnes pro VO, c'est parce qu'en fait, ils peuvent pas regarder leurs petits films dans leur ville, dans leur petite ville, en VO, en fait. En vrai, c'est beaucoup des Parisiens, je pense, qui sont pro VO. Sachant que c'est très sans, parce que j'avais vu une étude par rapport à ça. À Paris, 80% des films sont diffusés en VO et 20% en VF. Et en province, du coup, en dehors de Paris, c'est l'inverse. C'est 80% qui sont diffusés en VF et 20% en VO. Je te jure que je pense que c'est un truc des grandes villes et que les gens dans les plus petites villes s'en battent un peu les couilles. Je sais pas, je pense qu'il y en a quand même qui sont haineux. Oui, bien sûr, surtout avec Internet aujourd'hui, mais je pense que qui sont très virulents et violents et tout. Après, je trouve quand même que c'est tellement exagéré dans le sens où en mode genre, parce que je peux pas voir mon petit film en VO, je veux qu'un métier disparaisse. Ça me paraît en mode genre, aussi, bonjour. C'est beaucoup d'étapes pour y arriver à ça. Hein. Genre, il faut beaucoup de choses pour pas grand chose. Beaucoup de frustration quand même là. On en est là. C'est sûr. Je vais encore une fois changer de tout au tout pour. Mais on reste sur le doublage, tout va bien. C'est vrai. Et d'ailleurs, le doublage, est-ce que vous estimeriez que c'est une grande famille? Non. Non. C'est plein de petites familles. Oui, qui voilà, parfois c'est ce que j'allais dire. Parfois s'aiment pas. J'aime bien dire que c'est des petites mafias. Bah, non, mais c'est même pas t'aimes le dire, c'est le cas. Ouais, c'est vraiment des petites mafias. En positif comme en négatif, hein, parce que t'es en mode genre, t'es la mafia qui est en mode genre, je vais te protéger maintenant. Et t'es en mode genre, ok, cool. J'embrasse plein de bagues, moi. Il y a pas de problème. Ah, c'est pour ça que t'as autant de rôles récemment. C'est sûr. Et d'ailleurs, justement, en ce moment, enfin, ce qu'on voit depuis quand même quelques années, c'est qu'il y a énormément de contenu entre guillemets. Donc c'est les plateformes, les jeux vidéo qui sont de plus en plus longs, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas parfois ce sentiment d'aller trop vite sur certains projets, de plus en plus avec le temps ça accélère, hein. Ouais, ça accélère, ouais. On a beaucoup moins de temps. C'est drôle parce que du coup, en Belgique, vu que c'est au cachet, il y a un système d'heures. Et donc souvent, ils essayent de te faire caler des trucs en 4 heures, en 2 heures, machin. Donc il y a beaucoup plus ce truc de timing en Belgique. Mais en France, il y a clairement un truc où on accélère de plus en plus et où les clients demandent à que ça soit de plus en plus rapide. Mais d'ailleurs, moi, je me rappelle qu'en jeu vidéo, je citerai personne, Nana, bien évidemment, comme d'hab, mais il y en a beaucoup qui se plaignent et c'est normal. Et c'est plus en production qu'autre chose qui sont en mode genre, en fait, on peut plus tenir. C'est pas tenable, en fait, parce que on nous demande, en fait, les jeux sont de plus en plus longs, sont de plus en plus qualitatifs même, donc il y a une certaine qualité qui est demandée et qui est requise, mais derrière, on te casse le budget en deux, on te demande un tiers du temps, là où il y a 5 ans, on aurait eu beaucoup plus de temps, ils sont en mode genre, en fait, c'est pas tenable, on ne peut pas aujourd'hui. Et c'est un milieu où il y a beaucoup de... le client a demandé ça pour demain après-midi, et t'es en mode genre... Bah ouais, de fou, je vais demander aux comédiens de venir genre là maintenant et on mixe et on... Enfin, en plus, il y a l'adaptation, il y a tout ça à faire, etc. Donc voilà, c'est pas tenable.
Et d'ailleurs, j'ai l'impression que les conditions, enfin moi de ce que j'entends un petit peu autour de moi, notamment avec, tu parlais de jeux vidéo, l'accès aux images, les NDA, le secret. On a des choses à dire. J'imagine bien. Et qu'on n'a pas le droit de dire, c'est ça le problème. Oui, parce que les NDA, du coup, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est les Non-Disclosure Agreements, c'est ça? En gros, c'est clairement les trucs qu'on n'a pas le droit de faire. Enfin, voilà. C'est un peu c'est notre contrat. Vous bossez sur tel jeu vidéo. C'est le contrat de confidentialité. Voilà, c'est ça. Mais j'ai l'impression que du coup, il y a de plus en plus une sorte de secret professionnel où c'est de plus en plus dur d'avoir accès à des informations, à ce sur quoi vous doublez. Est-ce que ça vous impacte C'est pire en pire. Hein, c'est de pire en pire. Le jeu vidéo, c'est vraiment le pire. Parce que c'est les leaks. En fait, le jeu vidéo, je pense que c'est le truc où il y a le plus de leaks. Parce que comme ça passe pas. Je dis pas que le live et l'animation, ça passe pas par plusieurs étapes. Mais le jeu vidéo, il y a vraiment un truc genre, il y a les artistes. L'équipe est tellement énorme que les leaks sont tellement plus grands. Dit dans le chat, il y a la peur du spoil également. C'est ça. Et du coup, derrière, nous, en comédien, on se retrouve, j'allais dire baiser, mais on se retrouve un peu. On n'a aucune info. Hein, moi, ça m'avait tué de rire parce que je me rappelle, on avait eu une petite conversation sur Twitter entre toi, Mathieu, Touquet et moi, où on était en mode genre, où toi, tu te retrouvais genre en mode, t'as pas le visuel, t'as rien. T'as rien. T'entends la voix du mec et le mec il a genre 50 piges, j'étais en mode genre jamais de la vie j'arriverai à faire ça. Un druide. Voilà, c'est ça. Je crois que tu m'en avais parlé de ça, ou les fois où t'entends la voix et t'es en mode genre ok, je vais essayer de faire à peu près proche de la VO parce que c'est la seule chose sur laquelle on peut se raccrocher en doublage. Je vais en parler de jeux vidéo aussi de Control. C'était le DLC de Control, c'est ça? C'est le DLC de Alan Wake. De Alan Wake où il y a Control, où j'étais dedans et sans trop en dire, je fais un personnage dedans, voilà, qui est lié à Control, qui est beaucoup plus âgé que moi, et en plus on n'avait pas d'image, donc on pensait qu'il était très loin, parce qu'en VO il parlait assez fort, et surtout quand on m'avait donné des phrases qui paraissaient être loin, et en fait quand le jeu est sorti on a vu que les deux persos étaient comme ça, et que vraiment je crie à la gueule de la meuf, on sait pas pourquoi. Je trouve ça insane, mais c'est plein de fois le problème, ou même tu m'avais dit une fois que tu copiais, t'essayes de te rapprocher de la VO, c'est normal, c'est la seule chose sur laquelle on peut se raccrocher, c'est ça, parce que on n'a pas d'image, la plupart du temps on n'a pas de contexte, le seul contexte qu'on a des fois, c'est qu'on a le nom du fichier, donc parfois ça nous dit genre, je sais pas, rencontre nanana ou 1500 ou je sais pas quoi, attends, genre, je suppose que je rencontre quelqu'un, que c'est pour ça que je lui dis bonjour, I guess, donc tu lui dis bonjour et tu m'avais dit le jeu est sorti, j'ai regardé, le mec a l'air d'avoir 60 piges et le truc c'est qu'en voix, je lui ai fait une voix de mec de 18 balais, ce qui est normal parce que si on t'engage, c'est pas pour quelqu'un de 60 balais, soyons honnêtes, genre voilà. C'est ça, c'est justement l'un des trucs dont je t'avais parlé, c'était un jeu, je vais pas dire lequel, mais c'était un jeu où il y a beaucoup de personnages à doubler et où souvent en fait le studio donne juste genre des fiches en disant voilà, il a 20-25 ans, c'est un homme et c'est un assassin par exemple. Et en gros, on commence, et la première voix, c'est un assassin, mais c'est genre pour Yannick Lasser, tu vois. Donc c'est vraiment genre, il a 30-40 piges. Yannick Lasser, avec une voix vraiment, bonne voix, avec la barbe, tout ça. Il correspond pas trop à ton timbre vocal. Pas des masses moi, du coup, on le fait. Je suis en mode, ça va être chaud. Et il me fait, non, mais t'inquiète, c'était le seul perso comme ça, on passe au deuxième. Et le deuxième, c'est le druide de 50 ans qui commence à faire, oui, je suis dans ma forêt. Et je suis, non, je vais arrêter là. Et il me dit, ouais, on va arrêter là. Et je crois que j'ai fait un pirate derrière où c'était compliqué aussi et je suis parti. C'est une folie ça. Faut laisser tomber dans ce genre. Faut un peu partir à un moment. Non. Et d'ailleurs, tu parlais justement de conversation sur les réseaux. On voit de plus en plus de comédiens jouer le jeu un petit peu des réseaux, jouer le jeu un petit peu à être présent à un maximum. La promotion, ce genre de choses. Oui, voilà, pour la promotion, tout ça. Est-ce que vous direz que ça fait partie du métier aujourd'hui, que d'être présent sur les réseaux, quoi? Partie du métier, je pense pas, quand même. J'ai un avis un peu compliqué là-dessus, c'est qu'on devrait pas le faire pour moi. Alors stratégiquement si, parce que du coup ça fait qu'on peut développer d'autres réseaux sociaux, on peut développer des chaînes YouTube, Twitch, tout mais est-ce que c'est un mode genre on casse un peu le jeu de normalement on est derrière un micro et on nous voit pas? Je trouve qu'aujourd'hui certaines grosses têtes, justement comme Donald, comme Brigitte, sont passées presque dans un côté Star Talent, où en fait on les reconnaît tellement. Eu à la lèvre le Star Talent. On les reconnaît tellement en fait que du coup il y a des gens qui n'arrivent plus à faire la différence et qui n'arrivent plus à rentrer dedans. Star Talent, c'est engager quelqu'un plus pour son côté où c'est quelqu'un de connu. C'est la célébrité qu'on engage. D'ailleurs, on n'a absolument rien contre Donald Renew et Brigitte Lecordier. Ils font un boulot formidable, il n'y a rien à dire. Heureusement qu'ils sont là parce que par exemple tout ce qui est avec l'IA en ce moment, c'est grâce à eux. Brigitte et Donald, ce serait très compliqué. Et c'est parce que justement ils sont célèbres et tout que techniquement maintenant ils nous protègent encore plus parce qu'ils ont une voix tellement
enfin, si nous deux on faisait ouais contre l'IA, t'inquiète pas que ça flopperait à la seconde. On s'en battrait vraiment. On s'en fout, hein. Je pense les gens s'en fichent. Je fais un tweet, personne le voit, hein, tout le monde s'en fout. Donald fait un tweet, tout le monde le voit. Oui. Il pourrait dire je mange des céréales, qu'il y aurait quand même plus de likes ou autres que nous que qui mon annonce Karate Kid. Arrête, dis pas ça. C'est un peu vrai. Mais d'ailleurs, justement, ça me fait une parfaite transition pour le gros sujet que je voulais aborder là. Je pense qu'il est temps pour nous de parler des IA là. Let's go. Alors, nous, c'est un gros sujet en ce moment. Déjà, est-ce que honnêtement, maintenant que ça commence à être dans les consciences depuis quelques années, tout ça, est-ce que ça vous fait encore peur dans le milieu du doublage? Parce qu'on a vu qu'il y avait une grosse offensive contre les IA, particulièrement vocales, hein, bien sûr. Encore peur, c'est différent dans le sens où moi, au début, j'avais pas peur et maintenant, j'ai peur. Donc, c'est plutôt l'inversement pour le coup. Je sais pas, parce que on se rend compte que pour l'instant, les IA sont en train de s'auto-dévorer. On a vu que par exemple dans l'image, elle commence à devenir jaune pisse parce qu'elle bouffe tellement d'images d'elle-même sur tous les trucs Ghibli que du coup, ils en arrivent à un point où ça devient de moins en moins bien. Faire passer des émotions, c'est très compliqué. Il y a des trucs qui vont certainement sauter, comme les livres audio, comme les pubs. C'est vrai que les livres audio et les pubs, ouais, c'est un peu ça va peut-être être compliqué. Je pense que le doublage va peut-être disparaître pendant 6 mois, 1 an, le temps qu'ils testent, quand ce sera vraiment, ils auront trouvé un truc où c'est parfait, ça fonctionne de ouf. Ils testeront, ils se rendront compte que les gens n'aiment pas, ou que ils perdent, ou que, en tout cas, c'est pas intéressant finalement, et ils reviendront en arrière. Mais je pense pas que le métier va disparaître. Je pense que on en parle de temps en temps, le 70-30, c'est-à-dire que 70 soit fait par des humains, 30% par des IA. C'est une idée qui pour des petits projets, qui tourne un peu. Pour des, dans le sens sur tous les projets. En mode, il y a des petits projets qui seraient doublés par des IA, ou alors pour des voix d'ambiance dans des projets. Je crois qu'il y a ça qui plane un peu, où certains disent que, par exemple sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent que ce serait une possibilité qui ferait qu'on trouverait un arrangement. C'est-à-dire que les ambiances soient faites par les IA et le reste soit nous. Le problème, c'est que y a des gens qui commencent. Ouais. Bah les ambiances c'est notre commencement aussi. C'est ça, donc les débutants ils sont. Donc c'est comme ça. Donc en fait en faisant ça, on aura moins d'entrées de comédiens de nouveaux comédiens dans le milieu. Et puis faut pas se mentir, il y a des gens qui vivent grâce au cachet des ambiances en fait. Bien sûr. Du coup ça va faire sauter une grande partie. Il y en a qui parlaient aussi potentiellement de faire de l'IA, mais là je n'aime pas non plus si on a des retakes à faire. Ouais. Mais le problème ça voudrait dire qu'on entraîne l'IA avec notre voix et ça j'aime pas du tout en fait. On en parle beaucoup aussi ça. Ça c'est parce qu'il y a ambiance retake et produit. Effectivement, je vois plus un monde où effectivement les livres audio seront faits avec de l'IA. C'est souvent parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vivent grâce à ça. Bien sûr, ça va faire disparaître un bon quart, voire un bon tiers du métier, et des gens dans le métier, du coup, si l'IA passe autant que les clients voudraient. Ouais. Non, mais ça nous dit aussi, pour les émissions, pour les tout petits, j'ai peur que ça disparaisse, comme ils peuvent pas se plaindre, ils vont pas se gêner, mais pourtant, c'est quelque chose où, en plus, j'ai l'impression que tout ce qui est preschool, etc., il y a un soin qui est apporté énorme de la part du doublage, donc ça serait effectivement assez... Bien sûr, et par exemple, les trucs sur les enfants, je pense que ça peut plus intéresser les gens. Je sais pas, et en plus ça demande énormément, je trouve, en vrai, en termes d'énergie et tout. Je vois pas comment une IA. Clairement, et surtout qu'en plus le but des premiers dessins animés, avant c'était les parents, maintenant c'est aussi en partie les dessins animés, c'est de apprendre les émotions aux enfants et d'apprendre à communiquer avec les autres. Donc si demain c'est une IA qui apprend à ton gamin ou à ta gamine comment s'exprimer et comment vivre ses émotions, ça va être compliqué. Donc ça, je pense que ça peut fonctionner en termes publics, on va dire, dans le large public, parce que quand on touche aux enfants, c'est toujours très compliqué. Mais la phrase est un peu étrange. Elle est très étrange. Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'on peut la clip et on peut la garder de côté, on sait pas. Niveau éducation, niveau dès qu'on touche à l'enfance et aux trucs autour de ça et de l'éducation et du développement de l'enfant, forcément, et c'est normal, ça impacte beaucoup plus et ça en parle beaucoup plus. L'IA, moi, pour le coup, je trouve ça... Enfin, les gens qui me disent « Ouais, mais l'IA, ça peut aider artistiquement des gens qui n'y arrivent pas et tout », je fais « Mais en fait, vous comprenez pas que techniquement, les comédiens ne sont pas contre l'IA, on est contre l'IA générative. Et en plus de ça, vous ne voyez pas les dangers derrière ça. Et surtout que nous, on pourra jamais faire disparaître l'IA. Soyons honnêtes, on ne pourra jamais faire
arrêter on pourra jamais. Il faut. D'arrêter de c'est une machine infernale maintenant. C'est ça. Le problème maintenant, ce que nous on veut, c'est faire mettre des règles et des limites autour de ça, parce que c'est la seule chose qu'on peut faire en sorte d'encadrer ça. Parce que je pense pas que tu serais très content de voir qu'on fasse de l'IA sur ton enfant dans des situations gênantes ou genre de choses. Ça commence déjà. Hein. Ça commence bien évidemment que ça commence déjà. C'était le premier problème. Déjà le premier problème, ça a touché les femmes, honnêtement. Deuxième, ça a touché les enfants. Troisième, il y a eu les fake news, etc. Où maintenant l'IA est tellement bonne qu'elle peut te produire des vidéos de tellement bonne qualité que tu peux inventer n'importe quoi aujourd'hui. Bien sûr. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, est-ce que moi, c'est... parce que dans mon cas, moi, j'ai été volée 2 fois par de l'IA, en réalité. Oui, j'avais vu une vidéo Kiriko, je crois. On a volé ma voix pour Kiriko et on a volé ma voix pour The Classroom of the Elite. Et l'un où Kiriko, c'était plus en mode genre 5 easter eggs, nanana, avec ma voix. J'étais en mode genre, bon... c'est chiant et tout. Et au moins, j'ai expliqué la situation à la personne et la personne a compris. L'autre, je crois que c'est toujours d'actualité, tu vois. Et c'est pour faire de la parodie un peu. Mais de la parodie, genre vraiment typée très vulgaire, genre vulgaire. Et je sais que justement, il y avait, je crois que c'est Johan Sauver qui n'avait pas du tout apprécié ça. Ce que je comprends tout à fait parce qu'il dit des choses absolument horrifiques. Genre vraiment, c'est horrible. Pareil pour Adeline, etc. Et du coup, t'as cette impression horrible. Moi, je montre à ma mère est en mode genre, je t'avoue, je suis incapable de savoir si c'est de l'IA ou pas. Et c'est ça qui est terrifiant, en fait. Et du coup, derrière, t'as un côté où genre, en fait, aujourd'hui, potentiellement, quelqu'un peut appeler ma mère avec de l'IA et faire des dingueries, et dire des dingueries, en fait. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à voir et à comprendre. Sûr. Et c'est le premier argument que je mets quand quelqu'un me dit genre, non, mais ça va, l'IA, c'est pour nous aider, faut comprendre que c'est un outil, faut évoluer avec ton temps et tout. Je fais, je n'ai jamais dit le contraire. Je dis juste qu'aujourd'hui, je veux juste des règles autour de ça pour me protéger, pour protéger ma famille et mon entourage. Et c'est pas que pour ma bonne, c'est aussi pour la vôtre. J'ai fait, si aujourd'hui, on t'envoie des images pas ouf de ta daronne, je pense pas que tu serais heureux, en fait. Non. Je pense que... Même si ça existait déjà avant, il y a des gens qui disent dans le chat, c'est les montages. On en faisait déjà avant, mais aujourd'hui, ça a simplifié le truc. Et de toute façon, c'est une arme de plus. Ça a simplifié et ça a rendu la chose beaucoup plus accessible. Et perfectionné, quoi. C'est ça. C'est ça qui est sûr. Et d'ailleurs, du coup, je parle un petit peu du mouvement Touche pas ma VF, auquel vous adhérez, hein, oui, les deux. Je suis au syndic. mais j'ai l'impression qu'il y a eu... parfois, c'était pas très, très clair en termes de démarche qu'il y avait autour de ce mouvement-là. Est-ce qu'il y a eu des débats en interne sur comment agir, justement parce que politiquement, autour de ça, je sais qu'il y a eu notamment... des moments où ça a essayé d'interpeller la ministre, en même temps où il y avait des petites photos avec le président de la République et avec le Premier ministre, tout ça. Est-ce que parfois ça se recadre un petit peu pendant que ça se fait, ce genre de mouvement-là ? Le problème, et moi c'est un truc dont je parle de temps en temps, c'est que c'est un métier où je vais utiliser des mots qui sont pas bien utilisés, mais on peut pas vraiment dire qu'il y a une lutte des classes parce qu'il n'y a pas ce côté genre patron et ouvrier. C'est-à-dire que notre patron, c'est le DA qui lui-même est a le client au-dessus, enfin le studio, puis le client, puis le machin. Ouais, donc en fait, il y a pas, c'est vraiment une pyramide où il y a pas ce moyens truc. De production. C'est ça, tu vois. Donc il y a ce truc où on est un peu, on a nos propres moyens, en même temps on les a pas, tu vois. Donc on est assez en bas, quoi. C'est compliqué. Donc il y a aussi de tout en termes de politique et d'avis politique. Et donc le métier essaye de rester apolitique, ce qui pour moi est une connerie. Oui. Mais malheureusement, c'est pas possible. Mais en même temps, on peut pas. En fait, je suis complètement d'accord avec toi, mais en même temps, c'est pas possible. Non, c'est impossible. C'est impossible parce que. Oui, parce que le doublage, on a cette vision de artiste. Du coup, c'est à gauche, mais en vrai, dans le milieu. C'est fort. Mais alors, moi, je vais même mettre complètement les pieds dans le plat. C'est un métier artistique, mais c'est en même temps de l'élite parce que théâtre, blablabla. Il y a beaucoup de gens qui viennent du théâtre, donc élite, donc. Bon, je vais pas dire les mots, mais voilà. Et troisième, c'est un métier qui rapporte. Et du coup, ah oui. Le problème, c'est qu'il y a une bataille là-dessus, du coup, parce que t'as les artistes, t'as les riches, soyons honnêtes. Enfin, riches, je dirais plutôt les personnes qui gagnent bien leur vie. Aisés, et il y a des très riches. Voilà, c'est ça. Et du coup, derrière ça, forcément, les opinions, enfin, tout ce qui est politique, ça se tape dessus. Il y a presque cette impression de de loin un petit peu, je vois des retours sur Twitter. Moi, ce n'est pas mon avis, évidemment, mais pardon, ça se casse la gueule à côté. mais je vois des avis un petit peu sur Twitter de mais en fait vous battez contre le doublage juste parce que c'est pour votre pomme, quoi. Alors c'est pas votre cas, évidemment, parce que non, en fait, alors si en soi si, moi j'ai envie de continuer de travailler dans ce métier. Oui, donc, bien je sûr. me défends, mais bien sûr que de toute façon, il est sorti il y a combien de temps le bouquin qui parlait de 80% de bullshit job?
Tu te souviens de cette théorie? Je sais plus exactement. Ça date, hein, parce que du coup, 80% de bullshit jobs, c'est 80% de métiers qui peuvent disparaître avec l'IA. Donc, globalement, on est dans la merde. Ouais. Mais oui, non, on est... Déjà, faut pas dire qu'on est la première victime parce qu'il y a eu les designers et il y a eu plein de gens qui sont en même temps que nous. Justement, moi, je rebondissais par rapport à ça parce que tu disais que tu faisais partie du syndic par rapport à ça. Moi, j'avoue, j'étais beaucoup moins impliquée dans tout ce qui était touche pas ma... Enfin, en fait, pour moi, c'était une évidence. Je veux dire, en convention, Studio Abyss distribue clairement les prospectus de touche pas ma VF, etc. On est tous contre l'IA. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'effectivement, je suis peut-être moins impliquée parce que peut-être toi, t'es plus dans les hautes sphères, là où moi je suis plus dans. Je veux âgé, hein, c'est tout, moi. Oui, voilà, mais j'étais dans les réunions, ça boit du sang. Exactement. Et c'est là où il embrasse les bagues des gens. Voilà, on revient à ça. Mais moi, où j'ai un avis un peu plus global et général, parce que moi, je veux juste défendre les artistes en général de l'IA générative. Là où je comprends que je crois que c'était une des questions. Je comprends qu'il y ait des gens qui sont un peu en mode genre, ils veulent juste sauver leurs pommes, c'est tout. Ouais. Et c'est juste l'IA du doublage qui les dérange, etc. Ouais. Nous, c'est pas du tout notre cas parce que bah voilà. Mais on sait qu'il y en a qui se sont fait avoir, des potes, des collègues, etc. qui ont utilisé de l'IA, ont fait ce genre de choses, etc. Vous voulez rentrer là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a eu une affaire récemment, on va pas citer, d'un site internet qui utilisait de l'IA. Pour promouvoir quelque chose par rapport au doublage, et c'est vrai que tout le monde est rentré dedans sur le côté hypocrite de la chose, de vouloir combattre l'IA et en même temps d'en utiliser de son côté. Bien sûr. Moi, j'irais pas dire que les personnes sont hypocrites, elles en particulier, ou le site, ou tout ce qu'il faut dedans, mais il y a de l'hypocrisie dans le milieu, c'est sûr et certain, comme dans tout milieu, mais lui en particulier, je trouve quand même, parce qu'on en a vu des comédiens qui publiaient des fanarts de leurs personnages, et c'était de l'IA, et en fait, on leur dit gentiment, genre en privé, genre, d'ailleurs, je te préviens, juste c'est de l'IA, etc., ils font... Ah, dommage. Oh, dommage. Et il l'enlève pas. Et t'es en mode genre, bah, en fait, non, tu peux pas. En fait, il faut que tu combattes sur tous les fronts. En fait, je suis désolée. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans un truc, désolé, je te coupe un peu. Vas-y. Qui sont dans un truc de, je peux pas utiliser l'IA parce que je suis censé me battre contre, donc dommage, mais vas-y, je vais pas le faire. Sinon j'aurais pu le faire en fait, en réalité. Tu sais, le pack starter qui avait de l'IA et tout, on en a vu des gens faire, il y en a. Et justement, on a entendu quelques familles dire, ouais, pop, qu'est-ce que vous nous faites là? Et bon, ou eux, justement, ils ont fait. Ghibli, bah, c'est ça, ou justement, heureusement il y a quand même pas mal de gens du milieu et des grandes têtes, je veux dire, des personnes, pas des nouveaux, entre guillemets, comme nous, tu vois, et des grandes têtes qui ont fait, bah, en fait, non, c'est pas bien ce que vous faites, les gars. Parce que nous, on a un peu du mal de dire à ces grandes têtes genre en fait c'est pas ouf ce que tu fais d'utiliser de l'IA et tout, on comprend que c'est amusant, mais parce que tu te mets dans une position très délicate de devoir corriger quelqu'un qui a 100 fois plus d'expérience que toi, ou genre de choses, tu vois. Là où heureusement on a quand même eu des grandes personnes qui ont réussi à dire genre bah en fait non, on fait pas ça, parce que à partir du moment où nous on se bat pour défendre nos voix contre l'IA générative, on le fait aussi pour les designers, les graphistes, tout en fait, tout le monde, même les mannequins, même tout ça, on défend tout le monde à partir de là. Et qu'on vienne pas me parler des médecins, parce que ça j'en ai marre. À chaque fois on me dit mais du coup tu veux pas être opéré par un robot? Je fais mais c'est pas de l'IA générative, laisse-moi tranquille. Je suis pas contre la technologie. Dans la recherche ça aide beaucoup, dans la recherche contre le cancer en ce moment, je crois qu'il y a pas mal d'avancées grâce à l'IA. Bien sûr. Mais voilà, c'est en fait on peut pas faire du cas par cas, mais voilà, il y a des trucs où c'est important. Il y en a où c'est vraiment genre niquer globalement. Après, ça peut peut-être niquer le capitalisme, hein, mais j'y pense très peu. Je pense que juste on va être abandonné sur le bord de la route. C'est plutôt l'inverse, je pense. Ça va plus contribuer au capitalisme qu'autre chose, je pense. Je pense que juste ça va un peu s'écrouler les métiers et qu'on va être laissé sur le bord de la route, quoi. Tous ceux qui perdent leur métier. Super. Mais d'ailleurs, est-ce que ça rentre un peu dans vos têtes parfois quand vous voyez les évolutions de l'IA, ou que vous dites bon, c'est prêt à être installé, est-ce que vous vous dites bon, est-ce que je me reconvertis ailleurs? Enfin, c'est un peu triste comme pensée. Il y en a plein qui pensent pour le coup. J'y ai pensé, pas de le faire vraiment, mais j'ai déjà pensé à qu'est-ce que je pourrais faire après. Pareil, en mode genre mais tellement hypothétique, genre on est à la toute première étape, genre 0,25 de ok, quelles sont mes compétences et que puis-je faire avec? Juste comme ça, on voit où j'en suis, tu vois. Mais sinon, non, on n'a pas d'étape ou quoi. Je pense qu'on est. Ça peut être d'être comédien live également, toujours dans le même métier, bien sûr. Ouais, je pense que je vais commencer à développer ça. Hein. Ah ouais. Ah, j'aimerais pas. Franchement, je suis pas à l'aise devant la caméra. Je comprends. Ce qui est très bizarre du coup, là où je suis. Il y en a quelques-unes. Il y en a, mais vraiment. Il y en a un petit peu. C'est vrai, il y en a un petit peu, mais au moins ça voilà. s'habituer. Hein. Bah oui, tu t'y habitues. Du coup, écoutez, moi, j'ai une toute dernière question à poser, parce que le reste, finalement, on y a un petit peu répondu. C'est la question de base. Est-ce que le doublage, pour vous, il est voué à disparaître actuellement ou pas?
Et le chat, vous pouvez poser des petites questions. J'espère que non. De côté. Merci pour je dirais non, mais bien évidemment, j'espère que non. Moi, je pense qu'il ne disparaîtra pas, honnêtement. Il y aura, je pense, des moments chaotiques dans le milieu. Je pense qu'il va y avoir... Il y en a déjà eu. Bien sûr, il y a eu des mouvements... et des grandes grèves. Bien évidemment. 90, c'est ça. Et pas que les... D'ailleurs, on parle que des comédiens tout le temps, alors qu'en réalité, il y a les directeurs artistiques, il y a les ingé-sons. Mais en réalité, vous vous rendez pas compte à quel point... moi, j'ai des amis à moi qui sont ingé-son, monteurs son, tout ça, qui ont perdu leur job à cause de la grève des auteurs, je crois, un truc comme ça. Des scénaristes, excusez-moi. Voilà, par exemple, ça c'est arrivé. Et que cette chute a fait que il y en a qui ont réussi à garder leur job, d'autres non. C'est pas lié à de la qualité ou des compétences, loin de là. Peut-être qu'un jour, on verra des grands noms ne plus pouvoir bosser parce que le doublage passera par une épreuve très compliquée. Par une traversée du désert, clairement. En Belgique, il y en a quelques-uns qui travaillent plus bien du tout. sûr. Mais je pense globalement que le doublage ne disparaîtra jamais, personnellement. Non. Je pense qu'on va revenir à l'étape avant les plateformes, peut-être. C'est-à-dire qu'il y aura du doublage, mais on en fera peut-être quelques-uns par mois si on a de la chance, grand maximum, et ce sera plus suffisant pour faire largement une intermittence. Peut-être que ça permettra de faire une partie de l'intermittence, mais qu'il faudra faire autre chose à côté. Oui, c'est ça, et c'est... Oui. Voilà. C'est ça, sauf pour quelques heureux élus qui feront tout le temps que du doublage. Ouais, peut-être. Voilà. Donc ça vous paraît pas si florissant que ça, l'avenir du doublage, finalement? En fait, on peut pas savoir. De toute façon, on peut pas savoir tant qu'il y a pas de loi. Comme ça peut éclater, parce qu'en réalité, on l'avait pas vu venir. Moi, je trouve qu'on l'avait pas non plus trop vu venir, l'explosion de Netflix, Disney, Prime Video, tout ça, toutes ces plateformes de streaming. Moi, je les avais pas vu venir, honnêtement, et que ça allait éclater alors que techniquement, maintenant qu'on regarde, oui, c'est logique, s'il y a 600 plateformes, bien évidemment qu'il va y avoir 600 VF demandés. Mais, on s'y attendait pas qu'il y ait, du coup, que comme il y avait Netflix, à part si on réfléchit énormément, que comme il y a Netflix, il va y avoir vouloir un concurrent, Disney+, nanana, blablabla, blablabla. Moi, je m'y attendais pas du tout. Et du coup, ça a une explosion de demandes, mais peut-être que plus tard, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il y aura encore une explosion, ou peut-être une explosion négative, on ne sait pas. Mais je pense que globalement, et c'est pas en mode je fais pas du copium ou quoi, je pense quand même que le doublage survivra. Ouais. Et inversement, il y a aussi des trucs auxquels on s'attend pas, comme ce qu'il y a en ce moment avec Crunchyroll, qui envoie énormément de doublage en Belgique, où c'était pas prévu ça, tu vois, et du coup d'un coup il y a énormément d'animés qui disparaissent en France. Et voilà, en fait c'est des trucs qu'on peut pas contrôler parce qu'on n'a pas grand chose en main. Vous n'êtes pas tributaire non plus des décisions des plateformes, quoi. C'est ça. Tu mentionnais la grève des scénaristes, la grève des autres, des acteurs également. C'est un truc que vous êtes, c'est aussi ça qui est dur, j'ai l'impression, avec le doublage, c'est que vous êtes extrêmement tributaire de comment agissent du coup les États-Unis et le Japon principalement. J'ai l'impression que c'est les deux gros pôles qui produisent. Netflix a développé d'autres pays, mais clairement c'est les États-Unis et le Japon, et on va dire l'Asie, parce qu'on commence à avoir pas mal de trucs coréens, même chinois maintenant. Nous avec Suabi, c'est l'Australie, quoi. Mais... C'est vrai. Les studios sont australiens, donc on bosse quasiment qu'avec des Australiens. Voilà. Ils ont Internet. C'est vrai, exactement. Et puis c'est marrant parce que, mais c'est même, nous on était choqués parce que Glitch Productions, du coup, c'est l'Australie et tout. Leur studio est basé là-bas, de ce que j'ai compris. Et là récemment, je sais pas si t'as vu, il y avait une annonce de la créatrice d'Asbin Hotel et de Eluva Boss, Viv Zipop, qui a dit que du coup il va y avoir un autre studio et que le studio est en Australie. Et je suis en mode. C'est celui qui produit Homestuck, c'est ça? Et c'est là où ils ont annoncé qu'ils allaient faire leur projet Homestuck. Ok. Non, mais oui, mais effectivement, bon. Et moi, j'ai pas trop d'autres questions. Je vais un petit peu laisser parler de chat, avec notamment 440 Hz qui demande quand est-ce que tu continues ta chaîne YouTube, Esteban. Voilà. Je l'ai vu. Ouais. J'ai la flemme. Oui, parce que tu faisais des petites vidéos pendant ton temps. Ouais, j'ai fait des streams d'ailleurs. Je fais des streams, mais aussi très rares. Et j'ai fait 2 vidéos. J'ai fait une vidéo sur 2 animés, J'ai fait une vidéo sur Summer Boy. C'est ça le nom, je sais plus. Un trou. Non mais attends, mais c'est ta vidéo quand même. Oui, écoute, tu sais, on peut pas trop t'aider. Non, c'est ça le problème. J'ai fait 2 vidéos sur 2 animés différents. Je kiffe bien faire ça, mais juste j'ai la flemme parce qu'il faut regarder des animés, je regarde plus en ce moment. J'avais une vidéo sur Tatami Galaxy qui était prévue, que j'ai toujours pas refaite. J'ai la moitié du script dans mon téléphone. Et voilà, peut-être je ferai. Sinon, j'ai 2 courts-métrages en ce moment. Non, c'est pas The Summer, même si je voulais faire une vidéo dessus aussi. C'est Sonny Boy. C'est Sonny Boy, merci. Putain, mais ça. Voilà. Mais non, Summer et Carudite, je pourrais faire une vidéo dessus aussi. On verra. J'ai 2 courts-métrages auxquels je réfléchis en ce moment. Trop bien. Ouais. Let's go.
reconversion, de trucs policiers, mais reconversion en The Great Review. Peut-être. Alors, on a aussi une autre question du coup de 440 Hz. 440 Hz, très bonne chaîne YouTube. Ouais, de fou, allez regarder. Sur la musique de jeux vidéo particulièrement. C'est trop bien. Il faut que je regarde la dernière vidéo, je l'ai pas regardée. Je l'ai pas vu non plus. Toujours pas. Moi non plus. C'est sur Wind Waker, je crois. Link's Awakening. Okay, ouais, pardon, Link's Awakening. Qui demande quel type de personnage est-ce que vous préférez doubler. Compliqué ça. Hein. J'ai une bon, c'est très cliché, mais en ce moment, en fait, c'est même pas ça. C'est que, en gros, au début, moi, j'ai fait beaucoup de petites filles et de trucs très joyeux et de trucs très mimi les U-girls. Et j'ai fait beaucoup de personnages après, des meufs un peu froides, mais tu sais, juste qui ont, voilà. Oui. J'ai fait tsundere et kudere. En gros, j'ai fait les meufs très explosives et les meufs très genre très calmes, mais qui comprennent pas, qui sont associables un peu. Et récemment, on m'a mis sur des meufs complètement starbées. Et je kiffe ça. C'est cool, hein. C'est trop drôle à faire. Et moi, en fait, c'est Grégory Lenné qui m'avait mis sur une meuf de Alia. Alors, parce que je me suis fait beaucoup attaquer sur Twitter par rapport à ça. C'est une meuf qui aime un peu trop son frère. Donc, c'est parfois un petit peu problématique. Je suis d'accord. Mais moi, en termes de compétences, en termes de comédienne, c'était beaucoup trop drôle à faire. Elle est folle, enfin sans méchanceté ou quoi. Moi j'adore, hein. Elle est trop drôle à faire. Et du coup ça j'ai kiffé en ce moment. Donc je dirais potentiellement ça en vrai. Ouais, un truc qui me bouge, je pense. J'ai un truc un peu pareil justement avec Control. Donc le personnage c'est, j'ai oublié son nom, je crois qu'il s'appelle Dylan, un truc genre. C'est un personnage qui a qui est un peu possédé par un sorte de fantôme, on va dire, une sorte de fantôme. Et quand j'ai reçu le casting pour le faire, j'étais en vacances en plus, j'étais à la montagne dans un chalet. Ouais. Et je vois le truc, je me dis bon bah c'est pas pour moi, ça va être trop dur. En plus je suis à distance. Du coup je me suis dit vas-y je vais m'amuser. J'ai fait le truc. Et je suis en mode bon je l'ai pas mais j'ai kiffé de ouf et tout. Et finalement je l'ai eu. Et j'étais ah bon merde, j'aurais dû faire peut-être un peu moins bien. C'est sûr. Du coup, ça nous demande quel acteur est le meilleur à doubler parmi ceux que vous avez fait. On n'a pas fait assez d'acteurs pour que... Moi, j'ai pas fait assez d'acteurs. En fait, on n'a pas de. Je pense que je peux parler en notre nom pour dire que pour le moment, on n'est pas la VF attitrée d'un comédien. Genre mais ça existe plus trop, j'ai l'impression, avec les nouveaux acteurs. Ça existe encore. C'est juste qu'ils sont encore trop jeunes, mais. Ouais, ça se partage un peu et aussi parfois ils changent de VF officiel parce que le temps fait ça aussi. Oui, c'est ça. Et parfois, c'est pas. C'est pas super pour l'œuvre. Enfin, parfois, t'as des trucs très sérieux et puis d'un coup, ça part sur de la comédie et du coup, parfois, t'as l'impression que ça irait pas, que ça casserait le truc, tu vois. Donc, parfois, il y en a qui osent changer. Mais les nouveaux acteurs, j'ai l'impression, ils oscillent constamment un peu entre... Ouais, il y en a quelques-uns. Tu penses, j'imagine, à... Comment il s'appelle, merde. J'allais dire Chalamet. Chalamet, il a changé plusieurs fois. Timothée Chalamet, ouais. Timothée Chalamet, je crois qu'il a plusieurs voix. Ouais, mais même Emma Stone, Ryan Gosling aussi, il a beaucoup oscillé au début. Sinon, il y a qui d'autre en ce moment un peu connu? Tom Holland, il change pas. Ouais. Mais voilà, il y a quelques acteurs où ça reste, d'autres ça bouge, on sait pas trop pourquoi. C'est ça. Non, c'est ça. On sait pas trop pourquoi. Mais en termes peut-être pour changer ça, peut-être le personnage qu'on a le plus kiffé doubler, peut-être. Ouais. Bah, c'est un peu la question d'avant, du coup. Ah ouais? C'est les types de personnages. C'était le type. Ouais, mais là c'est quel est le personnage que t'as le plus? Ouais, je serais même pas de dire en vrai. Il y a pas mal de persos que j'ai bien aimés. Moi, je le catégorise en deux trucs. C'est celui qui m'a demandé en termes de compétences et ce que j'ai adoré pendant ma session et tout, et l'autre où c'est pas la fame, mais c'est plus le prestige du rôle, tu vois. Ah oui, ok, j'en ai un aussi alors. Prestige du rôle, ce sera forcément Kiriko, je pense. Ouais. Ça me... Et les affiches partout. Même, j'ai des potes qui m'envoyaient les affiches en photo. On m'a dit, regarde, t'es dans le métro avec moi. C'était très drôle. Il y en a un que je peux malheureusement pas citer, voilà, je ne pourrais rien dire avant longtemps. Mais avant lui, le 7, genre. là, c'est cramé. Non, effectivement. Attends, j'ouvre la page, là. Non. Je kiffe en termes de compétences et en termes, en plus de prestige. Et j'ai trop hâte. Ça, c'est, voilà. Ça doit être dur d'ailleurs de retenir comme ça. Mais nous, c'était en même temps quand on a eu Kiriko et Atreus, justement. C'était à peu près la même période et on était comme ça en train de se tenir la jambe en me disant putain de merde, il faut rien dire, il faut rien. On a dû tenir longtemps. Toi, il est sorti combien de temps après déjà? Faut pas dire des fourchettes. Oui. Dis pas exactement ça, une date. Aussi, c'est même NDA, les conditions de doublage. Je crois que c'est plusieurs plus de 6 mois. Ouais, c'est ça, moi aussi, à peu près, je crois. Mais c'est ça, en fait, on avait eu à peu près en même temps, etc. Et plus de 6 mois, c'est sûr. Ouais. Plus de 6 mois, c'est sûr. Et puis surtout, nous, on n'a pas le droit de l'annoncer tout de suite.
En fait, moi personnellement, c'est ce que j'avais eu avec Kiriko, c'est-à-dire que quand il y avait eu le trailer il sort en anglais. Officielle, Et moi, en fait, la comédienne, je pense qu'elle a rien à perdre, donc elle était en mode genre c'est moi qui fais la voix de Kiriko, mais moi je pouvais rien dire. Il fallait que j'attende que le personnage soit dans le jeu et qu'on l'entende parler. Parce que par exemple, la cinématique, je pouvais rien dire. Je l'avais dit que plus tard que je l'avais fait, je crois, dans mes souvenirs, un truc comme ça. Donc, ouais, t'as raison. Ça, c'était plus chaud. Et pour répondre vite fait à la question, moi je pense que c'est le Tombeau des Lucioles. Oui, c'est vrai. Que j'ai adoré faire. Le redoublage. Hein, le redoublage là récemment, j'ai adoré le faire. Et c'est un film qui est assez important pour moi. Le grand garçon. Ouais, le grand frère. Et donc ça, c'est je pense c'est peut-être pas mon plus beau rôle en termes d'importance, mais pour moi, c'est un de mes plus beaux rôles. Mais ça t'a touché? Ouais. Ok. Forcément. Et ça nous demande aussi, c'est vrai que c'était une question que j'avais sur le côté, ça serait quoi la franchise ou le rôle que vous rêveriez de doubler? Hormis LOL, on nous a dit, ouais. Hormis LOL, j'aurais pas un rôle précis, mais j'aimerais bien faire un personnage principal d'animé, type Jujutsu, un truc un peu big quand même. Ce serait ça, je pense, pour l'instant. Parce que... T'avais mentionné, je crois, un anime que tu voulais énormément faire. Ouais, c'était Zoom 100. Ouais. Je l'ai pas eu. J'avais le démon. Mais t'es passé en essai? Enfin bref, non. Mais c'était... J'ai forcé, je l'ai pas eu. Ça arrive. J'ai peut-être trop forcé. On sait pas, on saura jamais, mais le truc c'est que... C'est le seul rôle où j'ai fait ça, j'ai bien forcé pour l'avoir. C'est dingue, parce que je trouve que t'as vraiment une voix qui pourrait vraiment faire des voix principales facilement de... C'est même pas pour te saucer, hein, mais je trouve que t'as une voix de prota, quoi, un peu. Donc, ouais, on verra. Je pense, en vrai, c'est difficile, hein, de faire des animés. Moi, j'ai du mal, hein. Ah ouais? Ouais, bah, je peux pas dire ah ouais, bah, je fais que ça, moi, donc, moi, je suis en mode, Ah ouais, t'as du mal avec le live, ah ouais? Ah bon, c'est bizarre. Non, c'est vrai que moi, quand j'avais dû faire du live, du coup, genre, on me disait toujours, tu parles beaucoup trop fort, et je suis en mode, ok, bah... Et en fait, on chuchote, en fait, limite, en live, je trouve, genre. Ça dépend, on mais parle, on parle. Ouais, tu vois, alors que, clairement. En animation, moi, j'ai plus du tout ce problème, je projette et puis basta, quoi. Mais sinon, moi, ce serait... En vrai, la même, ce serait pas mal. En fait, en soi, Rent a Girlfriend, oui, c'est un personnage principal et tout. J'aimerais un truc un peu moins ecchi, voilà. Parce que je suis beaucoup dans des animés très... pas hyper sexualisés, mais du coup, moi, je suis dans Nagatoro, je suis dans Rent a Girlfriend. Donc, et en plus, même dans des animés comme Fire Force, bah, je fais la meuf qui, à un moment donné, se retrouve un peu à moitié à poil, quoi. Donc, je suis en mode... Je sais pas, j'aimerais bien un personnage... En fait, j'aimerais bien soit un personnage badass, genre mais important et tout. Je pense que c'est vraiment ça que j'aimerais plutôt que le faire valoir. Et sinon Final Fantasy XIV. Ouais. Ah oui. J'ai failli. Forcément. Moi aussi. On dira pas pourquoi. Bien évidemment, nous avons juste raté notre essai, tout simplement. Voilà. J'étais en face d'un comédien qui avait beaucoup plus d'expérience. Ah bah moi aussi. Et honnêtement, quand je lui ai dit, il comprenait pas pourquoi on était sur le même casting. Voilà. Bah moi j'ai écouté ce qu'a fait la meuf. J'ai compris pourquoi je n'avais pas été prise. Je te dirai après qui c'était le comédien. Pas de souci. Bah. Dommage. Je pense qu'on va s'arrêter là. On s'arrête là. Ouais. Finalement, ça a duré moins de temps que prévu. Il n'y a pas d'autres questions? C'est bon. Pas s'il y a tellement, une question classique, une préférence pour le doublage de film, animation ou JV. J'adore le JV si le tarif était au même que le reste. C'est horrible, on dirait que je fais ça que pour l'argent, mais en fait, c'est juste que mais en fait, on se défonce tellement en jeu vidéo, j'ai l'impression, pour très peu, en fait, très rapidement. C'est plus proche du théâtre vu que t'as rien. C'est une invention, j'ai l'impression. Par exemple, sans trop dire, il y a des jeux où parfois t'as le micro qui est ici, accroché. Donc en fait, tu peux bouger comme tu veux, tu peux te coucher, tu peux limite courir dans le studio, et ça, c'est incroyable. Et j'aimerais trop avoir plus de trucs comme ça. Je trouve que c'est les meilleures expériences. Quand t'as le micro juste là et que tu peux vraiment bouger dans toute la pièce et tout. Bah effectivement, si c'était purement en termes de fun, c'est JV. J'adorerais faire du live, j'avoue, parce que j'en fais pas et je pense que je kifferais en faire, en fait. Et l'animation, en fait, je pourrais dire j'adore l'animation et c'est mon préféré, mais en fait j'en fais tellement et j'adore ça, y a aucun souci, mais du coup je me perds un peu dedans où c'est devenu ma normalité, en fait. Genre, pour moi, c'est mon live. Et du coup, j'ai trop peur en mode genre, attends, c'est pas ça, la normalité, Anna, tu sais, je me calme en mode genre, oh là, doucement. Mais voilà. La transition, elle est dure en plus, hein. Ah ouais. Mais apparemment, c'est plus simple de passer de animation japonaise à live que live à animation. Ouais, c'est vrai. Mais il y a pas mal de gens qui se cassent les dents au début parce que la transition est quand même très compliquée parce que c'est des codes. C'est des codes l'animation japonaise et en live on ne demande vraiment pas ça. Donc il faut un temps d'adaptation. Faut lisser de fou, quoi. Mais ça va, on est comédien donc on s'en sort. Oui. J'imagine bien. Mais du coup, tu préfères quoi, toi? Purement en fun. Si c'était purement en fun, on enlève le tarif. Je pense que j'y vais quand même aussi. Ouais, aussi, bah tu vois. Je pense. Puis en fait,
Je sais pas si toi c'est la même, mais l'équipe elle est toujours. En fait, les DA, on sent qu'ils kiffent ce qu'ils font. Il y a pas ce côté genre froid, genre bon aujourd'hui on est sur une série type espagnol. C'est un peu nouveau, donc c'est plus passion, j'ai l'impression aussi. Ouais, en fait, nous aussi on connaît ça, donc on est impacté. C'est ça, il y a un côté où en fait moi je vais pas bosser, en fait je vais juste m'amuser vraiment purement. Death Stranding par exemple, le mec savait que j'étais fan du jeu, donc il m'a mis dessus. Et du coup on était, tu vois, genre dans le studio j'étais trop heureux, et en plus j'ai fait le Peacemaker d'Earthman, j'ai fait des trucs qui sont pas incroyables en termes d'importance, mais je suis trop heureux de les avoir faits, c'est trop bien. Alors, attends, je vais rapidement. Dans le jeu vidéo, tous les studios ne sont pas égaux en termes de cadrage sur le personnage à doubler. Bon, ça, le cadrage. Alors, il y a pas de. Déjà, niveau thune, il n'y a pas de barème, donc c'est un peu le studio qui décide. C'est un peu compliqué parce que justement, le JV est peut-être celui qui est le moins encadré de ce que j'ai compris, et c'est aussi pour ça, je crois que le syndicat se bat un petit peu. Oui, complètement. Voilà, parce qu'effectivement. Je vais pas donner des tarifs très très proches, même si j'ai pas de tabou et je pense qu'il y a pas de problème à dire ça, tant que je cite pas les noms des studios et tout. Mais par exemple, en studio de JV, une session de 4 heures, je serais payé un peu moins de 400 parfois. Là où et pour parfois des trucs très prestigieux, honnêtement. Ouais. Là où un animé moyen, mid, tout ce que tu veux, si je bosse 4 heures, t'inquiète pas que je peux aller en dessous des 2000 parfois, genre 1600, tu peux vraiment être bien payé. Et t'es en mode genre, c'est pas, je sais pas. Soit il y en a un qui est trop haut, soit il y en a un qui est trop bas, je sais pas, mais genre, il y a un truc où t'es en mode genre, en fait, l'écart est tellement violent que t'es en mode genre, waouh. Oui. Alors que. Mais du coup, la question, c'était plus sur les informations qu'il y a au préalable. Moi, j'ai eu grave de la chance. Sur le dernier truc que je peux pas dire, j'ai eu une chance de. En fait, c'est en fonction des jeux et pas des studios. Enfin, aussi, du coup, les studios, mais pas de doublage, mais les licences. Enfin, les studios, genre type. Je vais pas donner de nom, mais les éditeurs, en gros. Les éditeurs peuvent te donner plus ou moins d'infos. Il y en a qui sont radins. Ouais, il y a des jeux où t'as T'étais radin, toi, rien. pour Death Stranding? Ils étaient radins? Non, surtout vraiment pas. Ils étaient bien généreux? Je peux pas dire, mais ouais. C'est le genre de truc qu'on peut pas dire. On peut pas dire, par exemple, si on avait des cinématiques, si on avait du texte, comment il était, machin. Parce que ça rentre dans un truc de, pas espionnage industriel, mais genre de. Ouais, c'est ça, bien sûr. Genre, voilà. C'est pour ça, on peut pas dire exactement ce qu'on a en termes de matos. Parce que légalement on n'a pas le droit, mais il y a des jeux qui sont. On peut juste dire qu'ils étaient généreux, et il y en a où vraiment ils sont très 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 radins, il faut le dire. Et pourtant c'est parfois des jeux où on aurait bien voulu. Oui. Parce que autant il y en a certains, t'es en mode genre ok ça va, c'est pas grave, il y a pas trop de visuel, il y a pas de cinématique, des trucs comme ça, et t'es en mode genre ça passe, tu vois. Autant il y en a d'autres où t'es en mode genre bah c'est full labial, c'est full ceci, et t'as rien, et t'es en mode genre pitié. Parfois c'est presque des films. Genre une fois j'avais dit il a quel âge, et ils me font c'est confidentiel. Et tu vois. Pas de soucis, on fait ça. Super. On fait ça. Il y a des jeux qui sont quasiment des films où il n'y a pas une seule image. Et j'ai découvert ça quand je suis arrivé dans le jeu vidéo. Où t'es là, vraiment, ça devrait être fait comme un film et tu as juste du texte. Autant, voilà, pour des répliques type Overwatch, j'imagine, il n'y a pas d'image parce que c'est des répliques qui peuvent sortir dans n'importe quel contexte. Enfin, tu connais la gueule de ton personnage. En général, soyons honnêtes, je pense que c'est même pas un gros truc balancé. Honnêtement, on a très peu d'images en jeu vidéo en général. C'est le truc où on a le moins d'images. On travaille très 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 souvent, quasiment exclusivement à l'onde. C'est-à-dire qu'on voit juste l'onde et on doit enregistrer à peu près en même temps. Il y a des studios, des jeux qui demandent que ce soit pile poil la même onde, genre qu'on rentre bien dedans. Et parfois on a ce qu'on dit 10% de marge 10%, 20%. J'ai même eu jusqu'à 25%, honnêtement. Ah ouais? Ouais. J'aimerais bien savoir. Pourquoi t'es trop long? Non, je suis trop court. C'est très bizarre comme phrase. Je suis très, très court, moi. mais en vrai, j'ai le même problème parce que notre génération parle plus vite, donc. Puis même on a un peu la culture internet, les parodies et tout. Et en vrai, par exemple, ça, moi, ça m'a pas aidé, j'avoue, parce que du coup, tu speed et ça va pas. On prend le train, quoi, comme on dit. Mais déjà, si on a des images de notre personnage, parfois, c'est incroyable. Hein. Il y a des moments où on voit pas notre propre personnage, on sait pas à quoi il ressemble. Et on le découvre quand le jeu sort. J'imagine bien. Merci. Esteban et Anna, merci beaucoup. Merci à toi, c'était trop sympa. Je n'ai pas vu leur passer, honnêtement. C'est vrai, moi je commence. Oui, c'est vrai, ça fait 1h, presque 2 heures. 1h40 à peu près, donc je suis très content. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, merci beaucoup d'avoir répondu. Merci à toi de nous avoir invités. Trop bien, merci beaucoup. Merci Zawa Prod, Raz et Milan pour la régie, merci beaucoup. Ça fait plaisir, on va pas se mentir. Et juste un petit au revoir à tout le monde parce que moi je pars en vacances tout de suite après ce live. Donc je suis très content. Merci à tous pour tout ça. Merci à ceux qui ont raid, à ceux qui ont fait des dons, à ceux qui ont donné des bits, donné des subs, etc. Merci beaucoup.
Moi, je suis exténué, donc j'ai beaucoup rushé là les dernières semaines. Donc, je vous avoue que heureusement que je pars en vacances. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui apprécient dans le chat. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Allez voir des films. Bisous, et au revoir. Ciao. Bye bye. Ciao. Je fais... Ciao.